J'explique un petit peu le déroulement de la soirée. Ce soir, on vous parle du Groenland. Donc, si vous étiez là pour Cuba, c'est pas la bonne présentation. Je m'appelle Marie-Josée. Il y a Mariana aussi qui est là ce soir. Je vais lui laisser la parole un petit peu tantôt là, pour qu'elle puisse se présenter. Mais juste pour terminer là, un peu avec l'ordre de la présentation de ce soir, puis un peu comment on va procéder si vous avez des questions aussi. Je vais d'abord vous présenter les premiers voyages dont je vais vous parler. C'est ceux qui se déroulent sur la côte est toujours, mais dans la région de Kulusuk où on a plusieurs itinéraires. On va parler des itinéraires d'été en premier. Je vais rapidement glisser un mot aussi sur nos itinéraires qu'on offre en saison printanière, donc plus en mode expédition à ski. Puis, je glisserai un petit mot à la fin sur un itinéraire qui est sur notre site dans la région du Scoresby Sound qu'on n'a pas prévu là, faire pour cet été, mais je vais quand même en glisser un petit mot là, pour ceux qui voudraient en savoir plus. Je vais juste voir rapidement, là, il y a des petites mains levées. Donc, peut-être juste sur le fonctionnement de la présentation avant de laisser la parole à Mariana pour qu'elle se présente. Vous avez là, dans le bas de votre écran, vous avez une petite section là, qui s'appelle Q&R. Donc, si vous avez des questions durant la présentation, vous pouvez juste aller les écrire dans cette section-là. Mariana et moi, on va pouvoir y répondre au fur et à mesure, en fait. Donc, si jamais on ne répond pas à toutes les questions, on va essayer ce soir peut-être d'éviter des questions hyper spécifiques, techniques, là, sur une pièce d'équipement particulière. Là. Pour ça, on reste toujours disponible pour des appels ou pour communiquer avec vous par courriel. Mais on va essayer de répondre au maximum de questions là, durant la présentation. Donc, Mariana, je te laisserai te présenter d'abord, puis je reprendrai le relais après pour me présenter, puis enchaîner là, sur la présentation des voyages. Et bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'attendez bien. Oui, c'est bon. Donc, merci d'être ici, merci d'être présente ce soir. Je m'appelle Mariana, je travaille pour Kalavani, ça fait déjà 8 ans. Depuis le début, j'ai beaucoup collaboré avec Marie-Josée, puis un des premiers voyages dans lesquels j'ai bandé des vols. C'est comme ça que j'ai commencé. C'était le Groenland. Puis ça m'a toujours fascinée cette destination. J'aime beaucoup l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, mais je donne beaucoup de main à Marie-Josée pour les Groenland. Puis l'été passé, j'ai eu l'opportunité d'aller pour la première fois. Donc, ça me fait plaisir d'être ici ce soir avec vous, puis peut-être vous partager un peu qu'est-ce que j'ai vécu l'année passée pour ma première fois au Groenland. Donc, je te laisse Marie te présenter. Oui, merci. Oui, puis juste pour revenir là-dessus, mais je trouvais ça le fun que Mariana soit là ce soir, pas juste parce qu'on s'occupe un peu de la destination à deux, mais comme on parlait juste avant d'ouvrir la rencontre, Mariana est venue une première fois l'été passé. Moi, ça fait comme super longtemps que j'y vais. Fait que je trouvais ça intéressant. Je pense qu'elle peut avoir comme un autre vision un peu d'une personne moins habituée à voir le Groenland. Fait que elle va m'interrompre durant la présentation pour rajouter son petit grain de sel. Je me présente moi, en fait, ce que j'oublie tout le temps de faire là, quand je commence les présentations comme ça. Marie-Josée, je travaille chez Caravanier depuis 2003. J'ai commencé les premières années là, comme guide. Je faisais vraiment juste guider un peu sur différentes destinations, sur plusieurs continents. Puis depuis comme une douzaine d'années, là, j'alterne un peu le travail de bureau, logistique, préparation, un peu justement des voyages un petit peu plus expédition, puis le guidage aussi que je continue à faire. Pour ce qui est du Groenland, moi j'y vais depuis 2010. Il y a eu certaines saisons là, avec la pandémie de COVID là, qu'on n'a pas pu faire de voyage là-bas, fait que je ne suis pas allée. Mais on a repris les voyages l'été dernier là, avec nos premiers groupes post-pandémie. Donc, j'étais bien contente de retrouver cette destination-là qui m'est très précieuse. C'est un endroit où j'ai passé finalement comme une dizaine de mes étés, que j'aime beaucoup, qui continue de me faire vraiment triper comme guide. C'est les voyages qu'on vous présente ce soir, c'est pas mal tout en mode expédition. Moi, c'est ce que je préfère, je pense, encore guider aujourd'hui. Donc, voilà.
Fait que tout ça pour résumer, là, que si vous avez de l'intérêt là, pour un de nos voyages au Groenland, là, c'est sûr que vous allez finir par parler à Mariana ou à moi là, d'une façon ou d'une autre avant de vous inscrire. Je vous fais un petit partage d'écran. J'espère que ça fonctionne bien. Mariana, est-ce que tu vois le site web Carboni? Pour ceux qui viennent de s'ajouter, je veux juste répéter là, mes salutations, mes meilleurs vœux de bonne année aussi. Là, je vois plusieurs noms là, de gens que je connais, que j'ai déjà guidés ou d'autres à qui j'ai parlé dans les dernières semaines. J'espère que vous allez très bien. On se lance. Donc, le Groenland. Kalalit Nunaat, c'est le nom en Inuktitut, donc en groenlandais, c'est le nom du pays. C'est une région, moi je le disais, j'ai commencé à y aller pour caravaner en 2010. Je pense que c'était mon premier été où je suis allée. C'est une destination où on offre des voyages depuis plus longtemps que ça. Je pense que nos premiers groupes, c'était le voyage Solitude glacée, puis on doit les avoir faits autour de 2005, 2004 ou 2005, à mon avis, nos premiers départs. Donc, c'est une région où on retourne et où on va depuis quand même plusieurs étés. Peut-être juste vous situer un petit peu, le Québec est ici. On a l'estuaire du Saint-Laurent qui est là avec l'île d'Anticosti dans le coin de mon écran. Puis pour s'y rendre, là, les premiers itinéraires dont je vais vous parler, c'est tout dans la région de Kulusuk, une petite communauté sur la côte Est. Puis en avion, en gros, là, en partant du Québec, on va se diriger vers Reykjavik, en Islande. Puis de Reykjavik, en Islande, on reprend un avion, puis on se dirige ensuite là, vers la région qui est ici, qui est située juste sous le cercle polaire arctique. Donc, dans le secteur ici, là, juste où le curseur de ma souris est, là, c'est le cercle polaire. On est au 66e degré nord. Donc, l'atterrissage se fait ici. En fin de présentation, je vous parlerai d'un itinéraire qui a lieu dans ce qu'on appelle la région du Scoresby Sound, qui est le grand système de fjords ici. Donc, il y aura une petite parenthèse là, sur ce voyage-là qu'on n'offre pas l'été prochain, mais qui devrait revenir là, éventuellement dans le futur, là, qu'on devrait reproposer. Petit coup d'œil là, déjà sur la destination. Vous voyez que le Groenland, sur la carte, c'est blanc. C'est donc toute la portion de l'île du Groenland que vous voyez en blanc, c'est de la glace, c'est la calotte glaciaire. Pour vous donner un peu de repère, le Scoresby Sound, si j'allais à vol d'oiseau vers la région de Kulusuk, qui est ici, ça représente environ 2000 km en ligne droite. Ça vous donne un peu comme l'échelle de grandeur là, du pays, en fait, là, de cette région-là. Les petites franges que vous voyez vertes, brunes là, sur le pourtour du Groenland, c'est les seules zones du pays qui sont dégagées de glace là, en permanence. Puis là, ce qu'on ne voit pas sur la carte, c'est la glace de mer qui se forme tard à l'automne, début d'hiver, puis qui reste là, souvent jusqu'au mois de mai, juin même, là, où on a encore de la banquise. Donc, on est vraiment au cœur de l'Arctique. Nous, on va sur la côte Est, on n'a aucun voyage sur la côte Ouest. Puis la région où je vous amène là, principalement ce soir dans ce secteur-ci, c'est une région qui est vraiment très montagneuse aussi. Là, on a des beaux sommets là, de 2000 mètres, 2300 mètres là, qui surplombent la mer. Un petit coup d'œil sur des photos un petit peu plus traditionnelles. Là. Vous avez vu, ils ont passé rapidement. Là. C'est la région de la côte Est où on va. C'est une région qui est restée encore très traditionnelle. Je ne trouve pas le bon mot, là, mais sur la côte ouest du Groenland, il y a la capitale Nuuk. Le Groenland au complet, c'est quand même une population de 58-59 000 habitants. Puis pour toute la côte est, on compte que 2000 personnes. C'est resté comme une région plus en retrait, plus isolée à cause des glaces de mer, entre autres. Là, il y a un courant marin ici qui amène un gros pack de glace assez serré, qui a toujours empêché la navigation, le ravitaillement facile, en fait, par cargo, entre autres. Ce qui n'est pas le cas sur la côte ouest. C'est vraiment comme une région qui est restée un petit peu plus protégée, isolée aussi, et donc qui a peut-être gardé un petit peu plus ses traditions aussi. On va retrouver encore très vivante là, toute l'utilisation des attelages de chiens, entre autres, là, au printemps, ce qu'on a perdu sur la côte ouest, puis même dans le sud du Groenland. Zoom un peu là, sur la région dont je vais vous parler ce soir, juste ici en bas. La petite île tout au sud, c'est l'île où se trouve la communauté de Kulusuk, qui est un petit village là, de 200-220 personnes environ. Puis dans cette région-là, où on va vraiment là, faire nos itinéraires, il y a 5 communautés. Il y a Ammassalik sur la carte, là, qui est Tassilak, dans le dialecte là, du Groenland de l'Est.
Tasiilaq qui est plus grosse, c'est la capitale. Donc, peut-être 1200, 1300 personnes. Il y a un tout petit village par ici, Issortok, qui est très, très isolé. Kunmut, Sermiligak, puis j'en oublie un, c'est Tinetequilak, qui est juste ici. Fait que c'est juste pour vous donner une idée, en fait, de l'isolement de cette région-là. Puis les villages les plus proches là, sont à peu près à 2000 km à vol d'oiseau. L'atterrissage se fait à Kulusuk. Je vais vous remontrer la carte tout à l'heure pour vous montrer un petit peu plus là, pour chaque itinéraire, en fait, où on va. Quand vous arrivez à Kulusuk, c'est le classique petit village là, avec les maisons colorées, des 4 mêmes couleurs traditionnelles. Là, très souvent, c'est rouge, bleu, vert et jaune. Là, avec le monde moderne, on triche un peu. Il y a des bâtiments qui sont peints en gris maintenant, mais à l'origine, chaque couleur de bâtiment avait comme sa signification. Donc, on savait qu'en jaune, on trouvait l'infirmière ou le médecin ou l'hôpital ou le dispensaire. Puis chaque service là, avait sa couleur et chaque profession avait sa couleur attitrée. Les écoles sont encore rouges. Ça, c'est pour les services publics. Le magasin, qui est une coopérative, est rouge aussi, là, entre autres. Donc, l'arrivée se fait à Kulusuk. Vous avez toujours sur chacun des itinéraires, que ce soit le kayak ou le trek, vous avez comme une nuit à l'arrivée pour dormir au village. On a comme un petit camp de base là-bas, je vous le montre tout à l'heure. Ça permet de se poser un petit peu. Ça permet aussi de, juste un peu, je pense, prendre un peu la mesure de l'endroit où on se trouve. Puis là, je te regarde, Mariana, à l'écran. Je ne sais pas si toi, tu veux juste un peu parler comme de ton arrivée l'été passé, ce que tu as vu ou perçu quand tu es sorti de l'avion là, à Kulusuk. Merci, justement, de parler, puis plein de souvenirs. J'ai eu comme plein d'images, des belles images, des émotions fortes que j'ai eues. Tu parlais de couleur des maisons, puis j'ai le souvenir déjà d'être à l'avion, puis j'ai eu la chance d'avoir l'oublo, puis j'avais comme, je revenais pas, je me sentais que j'étais dans un rêve, c'était un beau rêve. Puis on atterrit à Kulusuk, puis on voyait, c'était tout petit, on pouvait compter les maisons, on voyait qu'il y avait des toutes colorées. Puis là, j'étais avec un guide aussi habitué, donc il me disait, ah oui, tu vas voir, il connaissait le nom de toutes les personnes qu'on allait rencontrer dans l'aéroport, parce que c'était aussi les gens qui nous donnaient les services des bateaux, des transferts des bagages. Donc, rapidement, j'étais déjà dans l'immersion totale de la communauté, puis on marchait. C'était comme pour moi, c'était très cool de savoir qu'on arrivait à l'aéroport puis on pouvait marcher à l'endroit où on dormait. Ça arrive rare dans mes voyages. Donc, c'était fascinant. C'était vraiment fascinant. Tout le monde arrivait un peu, tout le monde avait un bel sourire. Tout le monde était excité d'y arriver. Puis, du premier pas, c'était déjà, tu sentais que ça vaut la peine d'être ici. Tu savais que tu étais dans le bon endroit puis que c'était comme tout est dit, ça va être un voyage exceptionnel. Et même si arrive quoi que ce soit, je suis bien. J'ai déjà mis mes pieds au Groenland. Donc, les chiens aussi, c'était quelque chose un peu mystique. Tout le monde me parlait des chiens. On voyait des photos des petits chiens. Puis la première règle, c'était « tu ne touches pas les chiens, tu t'approches pas aux chiens ». Puis depuis les premiers 5-6 spots, tu commences à comprendre un peu plus où tu es. Puis plus tu comprends, plus tu apprécies et ça fait plus de sens à la façon dont on fait les voyages. Donc, je te laisse continuer à nous parler voyage qui m'a fait de belles souvenirs. Oui, puis Mariana, l'année dernière, quand elle est arrivée, ben, c'était comme notre été retrouvailles. Là, ça faisait comme 2 étés complets qu'on n'était pas allés à cause de la COVID. Fait qu'effectivement, là, les guides qui y allaient avant, on était comme très émus de retourner là-bas puis de revoir les gens aussi. Peut-être juste aussi en profiter, parce que là, je vois Justus là, sur l'écran, c'est une personne avec qui on travaille vraiment étroitement pour nos voyages et avec sa famille, là, mais au fil des années, les premières années qu'on y allait, on allait juste pour un groupe, on revenait à Montréal, nos guides ne restaient pas sur place. Puis ce qu'on a réussi à développer, qui est vraiment super intéressant pour vous, les voyageurs, au fil des années, comme on a plusieurs groupes dans la saison, ça fait que les guides, on reste sur place, puis on a souvent 6-8 guides là, qui passent par Kulusuk durant l'été.
Ce qui fait qu'on a eu le temps au fil des années de développer une relation avec les gens du village. Puis je pense que c'est à votre bénéfice. Les Inuits en général, puis les Groenlandais sont plutôt réservés, je dirais. Puis le fait qu'on se soit un peu incrusté de façon durable dans le temps, là, dans le village, bien, on a un super bel accueil. C'est tout en... c'est subtil, c'est pas des gens qui sont super démonstratifs, mais ça ouvre un peu le partage aussi. Puis pour vous, je pense que ça facilite de voir un peu comme c'est quoi le folklore, puis c'est quoi la vie d'aujourd'hui dans ces petites communautés-là. Pour clore la parenthèse, peut-être dire aussi, les maisons colorées, c'est toujours comme très pittoresque, puis c'est vraiment des paysages de cartes postales quand on arrive dans les communautés, Kulusuk, mais les autres aussi. Il y a quand même des enjeux sociaux importants. Puis il y a quand même beaucoup de pauvreté dans les villages. Fait que, c'est pas non plus Disneyland. Là. Quand on arrive là-bas, ben, c'est des gens qui, pour certains, vivent vraiment en autarcie là, de chasse et de pêche. Il faut absolument, durant l'été, qu'ils remplissent leur congélateur pour avoir ce qu'il faut pour nourrir la famille le reste de l'année. Ça aussi, ça fait partie de la réalité. Il y a une petite quantité de gens dans le village qui ont un problème avec l'alcool aussi, puis vous allez les côtoyer puis les voir durant le voyage, fort possiblement, mais ça fait partie, c'est la vraie vie, en fait, là, en 2023, des gens là-bas, puis ils ont tous leur compte Facebook, puis ils ont leur cellulaire tout le temps, puis il y a cette modernité-là aussi, puis il y a les traditions qui sont là, puis on se promène dans le village. J'en reviens au déroulement des voyages, là, je vous disais que vous avez une nuit à Kulusuk à l'arrivée. Puis vous avez là, du temps dans la journée aussi pour juste aller flâner, voir l'église, aller voir un peu le magasin. Il y a un magasin par village. Juste voir un petit peu c'est quoi les produits, comment ça fonctionne pour le ravitaillement. On a toute une équipe de guides aussi qui y va depuis plusieurs années, là, qui va comme vous amener un peu plus d'informations là, durant le voyage. Fait que là, on vous a parlé un petit peu de Kulusuk. Je reviendrai tantôt pour vous parler un petit peu de l'hébergement là-bas, comment on est comme installé. Là, j'enchaîne sur le premier itinéraire que je vous présente. En été, on a 3 itinéraires dans la région de Kulusuk, c'est-à-dire le Solitude glacée qui est plus en kayak de mer. On va aller marcher une journée ou 2 durant le voyage, mais il est essentiellement en kayak de mer. On a le trek du 66 degrés nord, qui est du trek sur lequel il n'y a pas de kayak de mer. Puis, il y a le voyage Fjord de l'Est qui combine une expédition de 11 jours, mais avec comme un 6 jours normalement de kayak de mer, puis un 4 jours et demi là, avec le retour en bateau vers Kulusuk de trek. Tous ces voyages-là, de Montréal à Montréal, font 16 jours. Puis tous ces voyages-là, comme je le disais, ils ont une nuit à l'arrivée, une nuit en fin d'expédition à Kulusuk dans le même hébergement. Puis vous avez aussi à l'aller et au retour, sur les vols, là, vous avez des nuits d'incluses à Reykjavik et donc du temps pour voir Reykjavik. Puis c'est des opportunités de rester un petit peu plus longtemps aussi en Islande, soit à l'aller, soit au retour aussi si vous voulez en profiter. Solitude glacée, je me lance. Je le disais, c'est notre plus ancien voyage qu'on offre là-bas. Kulusuk est juste ici. Puis là, je vous donne une idée vraiment très sommaire de qu'est-ce qu'on fait sur ce voyage-là, parce que la particularité du Solitude glacée, c'est qu'on part en autonomie complète. La nourriture, tout l'équipement, vos bagages sont chargés dans les kayaks et on part pour 10 jours. On revient au village la 11e journée, ce qui fait qu'on est libre d'aller à peu près où on veut en fonction des conditions de glace, des conditions de vent, de la météo, du groupe. Puis les guides, on a toute cette liberté-là, en fait, d'un peu tricoter notre itinéraire dans les fjords que vous voyez à l'écran. L'objectif, avec des conditions normales, je vous dirais, ça va être d'emprunter le fjord à Massalik, qui est un fjord assez large. Là, ici, ça fait une dizaine de kilomètres de large, pour vous donner un petit peu l'échelle. Donc, remonter le fjord à Massalik. Quand on peut, on arrête à la communauté de Kumyut. C'est intéressant de vous donner un petit coup d'œil sur un autre village. C'est un fjord où on retrouve quand même pas mal de mammifères marins, de baleines. Donc, en campant là 2 nuits, 3 nuits, on a des très bonnes chances d'en observer. Puis après ça, on va emprunter soit ce petit fjord étroit ou celui qui est juste au sud, passer cette baie-ci qui est comme très, très différente là, de ce qu'on voit dans les autres fjords, enfiler ce fjord-ci qui s'appelle Ikatek, puis essayer de terminer normalement là, dans le secteur ici qu'on appelle Karalé, là, parce que c'est le nom du glacier là, qui est juste là. Il y a le glacier Rasmussen qui est là, on parle de glaciers là, qui font plus d'une dizaine, quinzaine de kilomètres de longueur, qui se jettent dans la mer directement. Donc ça, c'est un peu comme notre objectif.
Puis après, ben, comment vos guides décideront de tricoter ça? Est-ce qu'ils feront des détours à gauche, à droite pour aller voir des icebergs, pour vous amener à un campement qu'ils aiment particulièrement? On a vraiment carte blanche. À la fin de l'itinéraire qu'on a fait en kayak, on se fait reprendre par des bateaux moteurs et on rentre au village en bateau moteur, ce qui nous laisse encore plus de latitude pour faire notre choix d'itinéraire. Là, puis, on a un système de communication satellite, fait que dans le pire des cas, si on a changé complètement parce que c'était bouché par les glaces où on voulait aller, ben, 1 ou 2 journées avant de rentrer au village, on fait juste informer les gens qui viennent nous chercher en bateau qu'on n'est pas à l'endroit convenu, on est ailleurs, puis ils viennent nous reprendre là, tout simplement. Fait que ça nous laisse vraiment comme carte blanche, puis une super belle liberté là, sur ce voyage-là. Cette photo d'époque, juste pour faire un petit clin d'œil au fait que le kayak, c'est une embarcation que les Inuits ont inventée, en fait, qui a été utilisée partout dans l'Arctique, dont au Groenland par les communautés de Kulusuk. Puis nous, les kayaks qu'on va utiliser là-bas, c'est de la marque Nautirel. C'est des kayaks qui sont fabriqués là, par une entreprise française. La structure que vous voyez sur la photo, c'est vraiment une armature en bois sur laquelle il y a une toile d'hypalon, un peu comme le même matériau qui est utilisé pour les Zodiacs. Puis c'est ça qui va recouvrir l'embarcation, mais c'est très, très proche. Quand vous allez les voir le démonter, c'est vraiment très, très proche de ce qu'est un kayak traditionnel, en fait. Fait que ça attire quand même la curiosité aussi souvent des gens là-bas. La mise à l'eau, elle se fait à Kulusuk directement. Donc, à partir là, de la maison qu'on a un peu comme camp de base où on aura dormi la veille, où on a fait plusieurs ajustements préparatifs là, à votre arrivée, bien là, il faut tout transporter jusqu'au point de mise à l'eau qui est le centre-ville, le petit quai où Mariana a fait danser la salsa aux Inuits entre deux chasses aux phoques. Donc, transport du matériel pour la mise à l'eau. Premier matin, c'est laborieux, il faut transporter tout ça, charger aussi tout l'équipement là, pour nos 10-11 jours d'autonomie. Il faut tout charger à l'intérieur des embarcations. Puis souvent, là, en fin de matinée, on est prêt pour la mise à l'eau comme telle, là, puis partir. Ça vous donne un coup d'œil du paysage aussi. On est tous les jours entouré de montagnes. Il y a des fjords qui sont... Ce qui est intéressant, en fait, de cette région-là particulièrement, c'est qu'il y a des fjords qui sont plus étroits, plus verts, il y a plus de végétation. Il y a d'autres fjords qui sont très larges, plus de glace. À la fin, on est comme devant des glaciers. C'est plus frais parce que la brise, souvent, elle descend des glaciers, mais c'est un itinéraire qui vous donne vraiment comme tout un éventail de paysages. Là, on s'entend, on ne voit pas de palmiers, là, mais c'est très varié, je trouve, comme itinéraire. Ce qui est très changeant aussi, même pour nous qui refaisons le voyage d'une année à l'autre, les conditions de glace vont transformer beaucoup le paysage, vont transformer beaucoup votre expérience aussi. Quand on parle de glace, il y a la glace de mer, donc la surface de la mer qui a gelé durant l'hiver, qui va se briser au printemps. Ça va être comme des plaques de banquise là, qui vont se fractionner puis qui vont continuer de flotter. Donc, il peut y avoir ça. C'est en général des glaces qui ne sont pas très hautes, 2-3 mètres de hauteur maximum. Puis après ça, il y a tout ce qui est iceberg qui vient de plus au nord, sur toute la côte là, groenlandaise, puis vraiment le reste de l'Arctique. Ça va dériver vers la région, là, puis c'est des icebergs qui peuvent rentrer dans les fjords s'il y a des bons vents pour ça, qui sont souvent beaucoup plus hauts, plus gros. C'est les fameux gros morceaux de glace qu'on va voir se tourner. Fait que, on a un mélange de tout ça qui est très variable d'une année à l'autre, qu'on ne peut pas prédire. En général, il y en a un petit peu plus de glace en début d'été, c'est-à-dire début juillet, quand on commence nos premiers départs. Normalement, il y en aurait un peu moins vers la fin de la saison. Là, on essaie que nos derniers groupes soient sortis de l'eau autour de la 3e semaine du mois d'août. Il y a souvent un petit peu plus de mauvais temps qui arrive à cette date-là, vers la fin août, plus de brume, de pluie. Les journées raccourcissent aussi. Fait que, mais sur la saison d'été, là, ça peut varier vraiment énormément les glaces, puis je ne peux pas vous promettre c'est quoi la meilleure date pour avoir plus de glace, moins de glace. S'il y a plus de glace, ça nous force souvent à réajuster, changer l'itinéraire, souvent plusieurs fois dans la journée. S'il y a moins de glace, la difficulté qui peut apparaître, des fois, ça va être un petit peu plus de vagues parce que le vent va former la vague, alors que s'il y a beaucoup de glace, la vague, elle ne se formera pas. Par contre, s'il n'y a pas de glace, ben, on avance un petit peu plus rapidement. On a moins de slalom à faire là, entre tous ces morceaux-là. Les kayaks sont en toile. Gardez en tête que ça fait longtemps qu'on les utilise.
c'est quand même robuste. Quand vous arrivez sur place, les guides vont vous donner comme des consignes pour utiliser cet équipement-là, ainsi que l'équipement plus conventionnel de kayak. Mais c'est des kayaks qui sont super adaptés à ce qu'on fait là-bas, puis qui nous permettent en fin d'expé de juste plier les kayaks, les mettre dans des sacs, puis se faire reprendre en bateau moteur au lieu d'avoir à revenir sur nos pas jusqu'au village. Peut-être un petit mot sur le niveau qui est demandé en termes de kayak pour ce voyage-là. C'est des paysages qui laissent penser que c'est comme extrême puis que faut être expert pour aller là. Ça prend des guides solides qui ont une bonne compréhension des courants, de la marée, de la météo, de comment les glaces se comportent aussi sur l'eau. Mais pour vous, en étant guidé, ce n'est pas un voyage qui est particulièrement technique au niveau du kayak. Fait qu'il faut être prêt à dormir sous tente, il faut être prêt à un guide qui change d'idée, qui change d'itinéraire, qui change de direction plusieurs fois dans la journée. Puis c'est pas parce que on ne sait pas ce qu'on veut, là. Des fois, c'est pour des bonnes raisons. C'est parce qu'il y a un magnifique iceberg qui vient d'apparaître puis on veut juste aller faire le tour. Mais il faut juste avoir cet esprit d'aventure en tête, lâcher l'heure, le temps, la date, là, les guides s'en occupent. Puis surtout, ils vont s'occuper de l'aspect de navigation. Puis ça devient à ce moment-là pour vous sportif, contemplatif aussi, beaucoup le kayak de mer. Le rythme du voyage, il n'est pas de battre des records de distance. C'est vraiment de vous montrer le plus beau de ce qu'on peut vous montrer là-bas, de vous partager le plus beau. Puis des fois, le plus beau, c'est juste de s'arrêter 10 minutes à côté d'un iceberg, 15 minutes, l'écouter, voir les mouvements que ça fait. Puis, tu sais, on se donne le luxe de faire ça aussi sur le voyage. Donc, ça prend, moi, je vous dirais, habituellement, ce que je dis aux gens là, au téléphone, assurez-vous que vous aimez faire du kayak. Ayez-en fait au moins quelques fois pour savoir que ça vous va, que vous aimez ça, que vous êtes bien pour vous déplacer là-dedans pendant un petit peu plus qu'une semaine. On essaye en général, après 3-4 journées de kayak, souvent on va essayer de laisser le campement monter pour 2 nuits, aller faire une journée le lendemain de rando. On part avec juste un tout petit sac, on fait une belle rando, un sommet, pas trop difficile, on passe au village, on mange une crème glacée, puis on revient au campement en fin de journée. On reprend nos kayaks pour un autre 3-4 jours. Vers la fin, souvent, on essaie d'aller approcher les glaciers, ceux qui se jettent dans la mer. On essaie d'approcher à Lège. Donc, on laisse le campement monter, on part juste avec le lunch, une petite laine pour la journée, on revient au même campement. Puis, on essaie souvent de refaire une deuxième rando là. Au travers de ça, ça change un peu la posture, ça vous fait aussi voir le paysage sous un angle complètement différent. Tu sais, quand on est capable de faire un beau petit sommet à 500-600 mètres de hauteur, tu sais, souvent, on va voir nos 2-3 dernières journées de kayak, on va voir les fjords qu'on a fait. Ça, c'est quand même, ça brise un petit peu aussi la fatigue musculaire là, qu'on peut avoir accumulée pour ce qui est de pagayer, en fait. Marie? Oui? Il y a des questions à propos s'il y a des kayaks tandem ou solo. Oui, on favorise vraiment que les participants soient en tandem pour une question de ratio puis de sécurité, tout simplement, là, de ratio d'encadrement. C'est quand même un beau petit défi là, de guider un groupe dans les glaces. Les glaces bougent parfois très vite. Fait que, tu sais, quand on se fait un chemin au travers des glaces, le moins de kayaks qu'on a, c'est plus facile de s'assurer que tout le monde est capable d'avancer dans la même direction. Fait que c'est essentiellement en tandem. Si on a un nombre impair de participants sur le groupe, là, éventuellement, là, on voit sur place là, pour que le solo se promène un peu là, entre les gens les plus expérimentés. Les tandems aussi ont une meilleure capacité de chargement. Fait que comme on part en expédition avec tout le matériel, la bouffe pour 11 jours, là, c'est un net avantage là, d'avoir les tandems aussi. Et tu en parlais tantôt à propos un peu de l'ambiance, peut-être des fois dormir de nuit dans un seul campement, mais il y a des questions aussi sur un peu les kilométrages par jour, est-ce qu'on va pagayer 8 heures, 4 heures, donc juste pour nous donner une petite idée de l'endurance, mettons, est-ce qu'on va pagayer 12 heures sans s'arrêter ou ça vient avec la glace aussi. Ce qui est particulier, en fait, c'est ça. On essaie, moi, je préfère vous le donner en nombre d'heures, très approximative, mais une journée normale, que les conditions sont bonnes, qu'on n'est pas pris dans les glaces, là, on va essayer de pagayer 5 heures, 6 heures dans la journée. On essaie de faire une bonne pause au lunch. Ça veut dire sortir des kayaks,
défaire la jupette, se délier les jambes, se trouver un beau coin là, dans la mousse pour juste prendre un bon lunch, petite pause sieste après s'il fait beau. Des fois, quand on écourte un peu cette pause-là, c'est parce que les marées nous causent des problèmes là, pour ce qui est de laisser les kayaks. Là. C'est très rocheux, toute la côte est rocheuse. C'est pas comme dire avec des kayaks chargés, très lourds, on peut pas dire on les laisse sur la plage. Là, c'est comme plus compliqué que ça. Mais on essaie de faire une bonne pause au lunch. Puis souvent, quand on peut, on va faire une autre pause où on prend le temps de débarquer des kayaks. Fait que l'horaire typique, là, campement le matin, puis là, je veux juste revenir aussi sur les 5-6 heures de kayak. Il y a ça. À un rythme, comme je vous disais, si les conditions l'exigent, ça va être un petit peu plus sportif. Il faut comme se rendre au campement. On ne peut pas camper n'importe où non plus. Là. À la limite, il faut avoir minimum de l'eau douce, des endroits plats pour les tentes. On en est venu à connaître quand même pas mal les spots qui conviennent. Mais il faut quand même se rendre à un endroit où on a minimum ces choses-là. Idéalement, on veut une belle vue, puis on veut des baleines, puis on choisit des endroits aussi. Mais un 5-6 heures à rythme modéré, je dirais en kayak. Puis après, ce qu'il ne faut pas oublier, qui est particulier à une expédition vraiment par rapport à partir à la journée. Le matin, on va déjeuner peut-être vers 7h, 7h30. Là, il faut tout démonter le campement, faire la vaisselle, ranger tout le matériel. Donc, remettre les kayaks à l'eau, charger le matériel dans les kayaks. Puis là, on part après ça pour la journée. Les premiers matins, ça ne peut être pas avant 10h qu'on est sur l'eau. On va essayer de faire une bonne pause au lunch. Dans l'après-midi, au besoin, on refait une pause pour sortir des kayaks, là, vraiment accoster, délier un peu les jambes, pause pipi au besoin. Puis on va essayer de finir autour de 4h, 4h30, maximum 5h là, d'être arrivé à notre campement. Puis là, cette petite routine, elle recommence. Il faut vider les kayaks, amener ça à l'endroit où on va monter les tentes. Ce qui va à la cuisine s'en va à la cuisine. Fait qu'il y a comme tout cet effort-là, vraiment propre à une expédition qui s'ajoute aussi à ce qui est vraiment juste le kayak. Le gros avantage qu'on a, c'est qu'il fait clair 24 heures là, sur 24. Jusqu'à la mi-août, il fait clair. Fait que, on gagne du temps aussi sur les journées, on peut souper plus tard, ça ne pose pas de problème. On a quand même cette liberté-là. S'il y a des glaces, je reviens à la vitesse, à la distance. Là, je préfère pas donner de distance. Il y a des courants qui peuvent être très forts dans certains fjords. On les connaît, on le sait. Les guides partent avec la table de courant de marée, les cartes, tout ça. Fait que il y a des fois, contre la marée, on va avancer on n'avancerait pas, en fait. Il faut vraiment bien calculer nos affaires. Fait que je préfère pas parler de distance, là, mais plus vraiment de nombre d'heures de kayak là, pour ce qui est d'une journée type. J'ai déjà pris à peu près 3 heures pour faire 200 mètres aussi, là, pour rentrer à Kouloussouk parce qu'on était vraiment coincés dans les glaces puis on essayait de se frayer. Si la vérité, c'est parce que tu avais vraiment envie de faire pipi. Non, en fait, je ne donnerai pas de détails, mais oui, j'avais envie de pipi, mais j'ai trouvé une solution. Sur ce, enchaînons. Peut-être comme je vais vous parler du trek, puis je vais vous parler du fjord de l'Est là, tout de suite après, peut-être juste terminer sur ce voyage-là pour ce qui, moi, en fait vraiment comme sa différence par rapport aux autres. En kayak, je pense que le gros wow des voyageurs qui viennent, puis il y en a beaucoup, là, mais je pense que ce qui est peut-être le plus unique, c'est d'être dans les glaces, d'entendre les glaces, ça crépite. Des fois, c'est comme être dans du Rice Krispies un petit peu. Fait on est vraiment au niveau des glaces, on est au niveau de l'eau. Fait que cette proximité-là avec les glaces et les icebergs, elle est vraiment, vraiment exceptionnelle. C'est vraiment trippant. Fait que ça, je pense que c'est le gros plus par rapport au kayak de mer comme tel. Puis cet itinéraire-là particulièrement, moi, je l'aime beaucoup parce qu'on n'a pas d'obligation d'être arrivé à telle heure, d'être arrivé à cet endroit-là ce soir. Ça nous laisse comme vraiment une super belle liberté de s'adapter au groupe, de changer le plan, on a tout avec nous autres. Fait que c'est comme un beau voyage découverte. Moi, à chaque fois que je retourne le guider, je continue de m'obliger d'aller dans un fjord que je ne suis jamais allée ou de dormir à un campement où je n'ai jamais dormi, juste pour me garder allumée aussi, de continuer de découvrir la région. Fait que c'est comme un voyage qui a un rythme peut-être un petit peu plus doux par rapport à ça. Quand on peut laisser le campement monter pour 2 jours, même à la fin, souvent, on le met au même endroit pour 3 nuits. Vous avez compris qu'on évite tout le démontage de campement, chargement des kayaks. Ça nous laisse comme plus de temps pour juste profiter. Puis un campement à la fin qui est particulièrement magnifique. Là, à minuit, on a encore, il faut se remettre de la crème solaire là, parce qu'on a encore
le soleil dans le visage, puis on est entouré de ce que vous voyez à l'écran, là, des glaciers que vous voyez là. C'est une région, je ne veux pas rentrer dans trop la politique, mais c'est une région qui change vraiment rapidement en termes de changement climatique. Oui, il y a de la fonte de glaciers, ils sont gigantesques, là, ils ne vont pas disparaître demain matin, mais il y a un mode de vie qui est menacé, l'utilisation des attelages de chiens, tout ça par la perte de banquise. C'est comme un beau moment, je pense, pour profiter de cette région-là puis aller voir un peu comment c'est encore aujourd'hui le mode de vie là-bas puis les paysages qu'on peut voir. C'est le campement en question là, que je vous dis que souvent à la fin, là, on s'installe là pour 2 ou 3 nuits. Petite parenthèse, là, je vois qu'il y a le voilier là, sur la photo. Ça, c'était le voilier d'une personne qu'on connaît bien qui était là. Mais en général, là, sur l'expédition, on va peut-être croiser peut-être un groupe, peut-être 0. Donc, assez peu de gens, en fait. Là. À Kulusuk, vous allez voir un peu plus d'action, un peu plus d'activité, mais une fois qu'on est dans les fjords, on voit vraiment très peu de visiteurs. On va croiser des locaux là, avec leurs bateaux moteurs qui vont pêcher, qui sont là pour la chasse, là, mais très, très peu de visiteurs. Ça fait pas mal le tour pour ce qui est du solitude glacée. Je parlais le retour en bateau moteur. Ça, c'est l'état là, que vous allez avoir l'air quand vous terminez l'expédition. Une bonne fatigue. Mais une bonne fatigue. Donc, un bel état d'esprit aussi. Je voulais juste, je prends un moment, puis ça s'applique au prochain voyage dont je vais vous parler, mais aussi pour juste vous mettre un peu le topo là, pour ce qui est de ce type de voyage-là. Je le répète, mais on parle vraiment plus d'expédition accessible dans la mesure où ça ne prend pas des prouesses physiques exceptionnelles, mais en termes d'inconfort, de conditions de camping, même l'hébergement à Kulusuk qui est très rustique, toute la logistique pour préparer une grande partie de la nourriture doit partir de Montréal. On termine de s'approvisionner sur place là-bas avec ce qu'on peut trouver, mais on est vraiment dans un mode expédition. Là, ce que vous voyez sur la photo, là, c'est la maison où on loge au village, c'est vraiment notre quartier général pour l'été. Il y a un dortoir à l'étage, puis le rez-de-chaussée, c'est vraiment plus la cuisine, la petite salle à manger, salon. Et là, vous voyez un peu tout le bordel qu'il y a autour, la préparation des kayaks pour la mise à l'eau, la distribution un peu de l'équipement qui vous est fourni, là, donc la veste nautique, là, le paddle jacket, gilet de sauvetage, ajustement des kayaks, là, tout ça se fait avant le départ à cet endroit-là. Mais dès l'arrivée, ils allaient être vraiment regardez un peu les bagages. C'est comme tout le monde qui organise un peu ses sacs étanches pour la mise à l'eau du lendemain. Fait que c'est comme vraiment une expédition dans une région isolée. Puis je trouve ça important que vous ne l'oubliez pas, mais avec quand même un petit hôpital hyper moderne à une distance très raisonnable de bateau. Ces petits villages là, qui sont un peu autour. Il y a un beau filet de sécurité, mais c'est quand même un endroit isolé puis une région qui est isolée. Puis on est vraiment en mode expédition. Les guides vont essentiellement comme faire toute la navigation dans la journée, cuisiner, mais vous avez besoin de mettre la main à la pâte pour toutes sortes de petites tâches, là, pêcher de la morue, mais faire la vaisselle le soir, monter les kayaks plus haut sur la plage pour qu'on les sécurise pour la nuit. Il y a comme toujours aller chercher de l'eau douce. Il y a comme toujours un paquet de petites tâches, là, surtout en campement, là, qui sont à faire. Puis on a vraiment besoin là, de l'aide de tout le monde. S'il y en a qui ont fait avec nous des voyages au Pérou ou dans des pays où on a des grosses équipes locales, là, attendez-vous pas à avoir comme un petit bol d'eau chaude à la tente le matin. On est 1 ou 2 guides avec vous là, pour toute l'expédition. Puis on ne dort pas beaucoup. Donc, c'est vraiment la participation de chacun. Vous allez avoir du café le matin, un bon café chaud, mais c'est ça, c'est vraiment plus en mode expédition de luxe. Là. Vous voyez un peu les repas. Je peux peut-être glisser un petit mot là, justement sur la nourriture. C'est très semblable qu'on soit en trek ou en kayak. Donc, souvent le midi, surtout en kayak, parce que le fait qu'on est en kayak, ça nous permet d'apporter ça, mais il peut y avoir des bonnes salades, les salades de pâtes, salades de quinoa, avec toutes sortes de tomates séchées, des olives, du feta, etc. Sinon, vers la fin d'expé, on va plus tomber dans des wraps, charcuterie, fromage, fruits séchés, noix, etc., etc. Fait à l'heure du lunch, ça va être comme plus un peu sur le pouce, pique-nique. Le matin, il va y avoir un peu de tout, là, mais en général, il y a comme toujours du gruau, des granolas,
que vous pouvez vous préparer là, chacun un peu de votre côté. Puis avec ça, il va y avoir comme ça des toasts, des fois des œufs brouillés, des crêpes, si vous êtes gentil. Mais on mange vraiment tout ça pour dire qu'on mange vraiment très bien en qualité, puis en quantité aussi. Ouais. Toujours en gardant en tête que ça reste une expédition. Il n'y aura pas beaucoup de légumes frais, de fruits frais, parce qu'il y en a pas, il y en a très, très peu là-bas, en fait. Puis le soir, c'est le repas principal. En expédition, ça va être du lyophilisé qu'on cuit pour le groupe. Là, fait que ça peut être un riz aux fruits de mer ou il y a toutes sortes de choses avec une bonne soupe là, en entrée ou un petit apéro là, quand on a du beau temps ensoleillé. Donc, c'est vraiment très varié pour la nourriture, mais niveau qualité, s'il y en a qui ont déjà voyagé avec nous, je pense qu'on a fait un peu notre réputation aussi, le caravanier, sur ça, mais vous allez très bien manger dans le contexte d'expédition là, pour toute l'expédition. Puis quand on rentre au village, soit à l'arrivée, soit au retour, si on peut trouver soit de la viande fraîche, là, donc soit de baleine ou pour vous le faire goûter, on essaie de le faire. Plus tard dans l'été, il y a de la morue, souvent fraîche, de l'omble arctique. En expé, c'est un peu compliqué. Mais quand on est au village, là, puis si on est capable de s'approvisionner, ça va être du flétan aussi souvent. Là, fait que, on est capable d'avoir un peu de frais aussi là, qui s'ajoute au menu déshydraté là, d'expédition. Marie, avant de peut-être passer à l'autre voyage, il y a certaines questions sur l'équipement, surtout à propos des dry suits, semi-dry, l'eau, la température de l'eau. Donc, juste peut-être faire une petite parenthèse, équipement nautique. Oui. Jusqu'à maintenant, on avait fait le choix de fournir, en fait, de vous demander de vous habiller un peu en vêtements de plein air réguliers, là, si je peux dire. Puis sur place, on fournissait comme un gilet de sauvetage, un paddle jacket. Dans les pieds, on vous demandait d'avoir des bottes de caoutchouc. C'est vraiment ce qui est le plus adapté à toute la roche là, qu'on a là-bas. Là, pour l'été prochain, normalement, j'essaie d'avoir dans les temps là, des dry suits. Donc, ça, on devrait être en mesure là, pour l'été 2023 de fournir des combinaisons étanches pour nos participants en kayak. On évite le néoprène parce que sur une période prolongée de 10-11 jours là, en eau très froide, ce n'est pas vraiment recommandé. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas agréable non plus. Puis on se permettait un peu de ne pas être en dry nécessairement parce que les kayaks qu'on a là, sont je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais il faut vraiment pas mal être debout, je vous dirais, dedans là, pour réussir à le faire chavirer. Il y a comme des stabilisateurs là, de chaque côté de la toile du kayak. Mais là, pour l'été prochain, s'il n'y a pas de délai, je pense que les fournisseurs ont repris le dessus un peu là, sur les 2 dernières années, mais on devrait avoir des dry là, qui vont être fournis l'été prochain. Gilet de sauvetage aussi. Pagaies, jupettes, c'est fourni aussi. Fait qu'en gros, dans l'équipement plus nautique, ce qu'on vous demande de fournir de votre côté, c'est les sacs étanches pour mettre vos choses personnelles à vous. Puis sur la liste d'équipements qu'on vous fournit, si vous aimeriez l'avoir avant de vous inscrire, vous pouvez nous envoyer un petit mot, nous appeler, puis on peut vous l'envoyer en pièce jointe là, sur un courriel. C'est un petit document PDF. Fait que sac étanche, c'est à prévoir de votre côté. Puis, il y a d'autres items sur la liste un petit peu plus spécifiques. Souvent, ils sont optionnels. Si vous voulez des gants de kayak, vous pouvez, mais on fournit sur place des moufles, les poulies, des espèces de moufles en néoprène. On en a sur place aussi. Puis sinon, c'est d'avoir comme un sous-vêtement long, en mérino pour mettre en dessous de la combinaison étanche. Les bottes de caoutchouc, c'est vraiment un must. Puis peut-être juste rajouter là-dessus aussi pour l'équipement, là, quand les groupes sont constitués, que ce soit le kayak ou les autres, là, le voyage de trek ou le fjord de l'Est, il y a toujours une rencontre pré-départ qui se fait souvent par Zoom, là, parce que moi-même, je suis à Gaspé, là, je ne suis pas à Montréal, mais puis on a des participants de pas mal toutes les régions, mais souvent, ça se fait par Zoom, vraiment qu'avec les participants qui sont confirmés, qui sont inscrits. Souvent, j'attends qu'on ait les billets d'avion, qu'on ait un peu, que ce soit très concret, là. On fait ça quelques semaines avant le départ. Puis on passe en revue la liste d'équipements avec vous pour vraiment s'assurer que vous achetez les bonnes choses, que vous n'achetez rien de superflu non plus. Puis souvent, il y a des items sur la liste qui se remplacent assez facilement par des choses que vous avez peut-être déjà. Puis ça, même avant cette rencontre-là, pré-départ, on reste disponible par téléphone ou par courriel là, pour répondre à vos questions. L'idée, c'est de s'assurer que quand vous arrivez là-bas, vous avez les bons vêtements, dans le fond. Y avait-tu d'autres questions, Mariana, par rapport à l'équipement? Non, c'était dry, semi-dry.
la température un peu plus de l'eau. Cool. Un petit mot sur l'hébergement, peut-être là, à Kouloussouk, à l'arrivée puis au retour. C'est une petite maison traditionnelle là, du village qui a été un petit peu rénovée. Moi, j'aime mieux vous donner un standing de refuge là, pour cette maison-là par rapport à nos standards d'habitation ici au Québec. C'est un dortoir à l'étage. C'est vraiment comme juste un peu à l'écart de la partie où il y a un petit peu plus d'action dans le village. On a une magnifique vue de la terrasse. Puis il y a une salle commune au rez-de-chaussée. Le dortoir est à l'étage. Là, en arrière de la pièce que vous voyez là, il y a un petit coin cuisine là, pour préparer les repas, mais on mange tout le monde ensemble. Souvent, on est comme vraiment tout le temps sur la galerie, en fait. Là. C'est là qu'on passe l'essentiel de notre temps, mais ça nous fait ce petit camp de base pour vraiment préparer le départ de l'expédition. Vous pouvez laisser des choses sur place aussi. Vous voulez avoir des vêtements propres pour le retour ou peu importe. Là, il y a des choses qui peuvent être laissées à la maison pendant qu'on est sur l'eau. Donc, ça, c'est un petit luxe quand même agréable puis apprécié là, pour pouvoir se poser un petit peu au village. Je voulais vous glisser un petit mot sur les guides. J'ai oublié de rajouter Mariana, je m'en veux. Je lui ai dit tantôt. Mais on a plusieurs guides dans l'équipe qui vont et viennent et reviennent là, d'un été à l'autre au Groenland. C'est jamais difficile pour moi de trouver des guides pour aller guider ces voyages-là. J'en ai beaucoup qui sont toujours super enthousiastes d'y retourner. C'est des gens qui vont faire 1000 tâches. On voit ici Marina là, qui est en train de préparer des filets de morue pour le souper, de flétans, excusez-moi, mais qui vont faire la navigation, qui vont assurer votre sécurité, qui vont cuisiner, qui vont vous aider à monter le campement, qui vont aussi vous mettre en contact avec les gens sur place. Ici, Simon, là, qui est le cuisinier délégué au village. Quand Simon arrive, là, il y a comme des petites dames là, qui viennent le voir puis qui veulent avoir des plats spécifiques. Là. Fait que là, Simon, il va cuisiner chez elle. Mais on a une sacrée belle équipe. Tout ça pour dire là, de guides là-bas qui ont vraiment tissé des relations vraiment tripantes avec les gens de la communauté aussi. Fait que ça, c'est comme vraiment appréciable, je pense. Et pour vous aussi, je pense que ça change vraiment l'expérience que vous allez avoir là-bas. Ici, vous voyez Guillaume, là, qui est un peu qui est mon papa à Kouloussouk. Mais Guillaume, c'est avec ses garçons et avec lui qu'on travaille. C'est mon filet de sécurité à moi. Là, fait que si on a un pépin, qu'il faut sortir quelqu'un par bateau moteur parce qu'il est malade ou blessé, c'est lui qu'on appelle. Si on veut du Arctic Char, c'est lui qu'on appelle. Donc, c'est vraiment un solide appui sur lequel on peut compter là, qui est au village de Kouloussouk. Sur le trek, vous allez le côtoyer un petit peu plus parce que c'est lui qui va faire là, souvent les transferts en bateau moteur là, d'un campement à l'autre. Petit mot sur les ours polaires. Là, celui-ci est assez inoffensif, mais je veux juste en parler parce que sur certaines photos, vous avez peut-être remarqué, là, des fois, on voit que les guides ont comme un étui fait sur le long, là, sur leur sac à dos, entre autres sur le trek. Vos guides, ils vont être armés sur le voyage. On a une carabine ou un fusil, on a des bear bangers, là, des genres de cartouches détonnantes là, pour faire peur aux ours, on a du poivre de Cayenne. On part avec ça. C'est une région où il y a très peu de chances en été de rencontrer un ours polaire. On est quand même entouré de petites communautés. Les chasseurs ont l'habitude de se promener pas mal dans les fjords en bateau moteur. Puis s'ils venaient là, avoir un ours, on le saurait assez rapidement. Mais d'être armé, c'est juste comme une précaution qu'on a choisi de prendre là, pour les voyages qu'on fait là-bas. Mais c'est pas un safari photo d'ours polaire. Là. Vous avez très, 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 très peu de chances. C'est correct comme ça aussi là, d'en voir sur place. Peut-être juste, je termine sur l'aspect sécurité, mais on a toujours un système de téléphone satellite là, aussi avec nous là, durant l'expédition pour communiquer essentiellement avec le village à Kouloussouk, là, avec justement les gens qui conduisent les bateaux moteurs, entre autres. Marie, oui? Avant de partir de parler du trek, il y a justement une question peut-être qui peut nous aider aussi à bien placer les deux voyages. Et la question, c'est est-ce que les randonnées se font en bottes de caoutchouc? Donc, peut-être que c'est la question liée à ce que tu avais dit de quand on fait du kayak, ça se peut qu'on fait des fois un peu de randonnée. Donc, tu pourrais en parler un peu plus. Les bottes de caoutchouc, c'est vraiment pour le kayak, comme pour les moments ou les heures qu'on va passer en kayak de mer.
il y a souvent des gens qui les adoptent, là, puis au campement, ils vont juste se mettre des gros bas de laine dedans, puis ils vont les garder le soir en campement. Pour la rando, nous, sur la liste d'équipements, on vous demande aussi d'avoir vos bottes de marche. Fait que, la majorité des gens, ils vont être en bottes de caoutchouc dans la journée pour la portion kayak. Le soir, vous enfilez des bas secs, vous mettez vos bottes de marche au campement. Puis comme ça, vous les avez aussi pour les journées de rando, si jamais on part en randonnée là, sur l'Expé. Merci. Oui, c'est parfait. Voilà. J'enchaîne sur le trek. On est toujours dans la même région. Donc, je ne reparle pas de Kouloussouk. Là, on va vraiment juste changer d'activité, mais tout ce qui est logistique de campement, l'équipement, j'en ai pas parlé beaucoup, mais en campement, on fournit les tentes. On vous demande de fournir votre sac de couchage puis votre matelas de sol, mais les tentes, elles sont fournies. Puis, on a aussi au campement une tente là, qui est suffisamment grande pour qu'on puisse manger à l'intérieur, là, tout le groupe ensemble. Fait que cette logistique-là d'équipement, elle est la même. On se permet des fois d'en avoir un petit peu plus sur le trek, mais c'est les mêmes installations puis le même confort de campement là, d'un voyage à l'autre. Tout ce qui est repas aussi, là, que ce soit kayak ou trek, il y a peu de différence. Là. En trek, la seule petite distinction, c'est comme on transporte nos sacs à dos de jour là, durant la journée pour le trek, ben, le gros plat de salade de pâtes est peut-être moins pratique, mais on va se faire plus des wraps ou des sandwichs ou le format va être un peu différent, là, mais essentiellement, les repas, c'est très, très similaire. Itinéraire de trek, comme Kouloussouk est une île, là, vous allez sauter sur un petit bateau moteur avec toutes vos choses, la nourriture, l'équipement pour toute l'expé. Puis, normalement, là, allez vous faire déposer jusqu'au premier campement là, qui est dans ce secteur-ci, près des glaciers, justement, de Carolé. Je dis près, là, mais c'est quand même à une dizaine de kilomètres là, de distance, mais c'est des glaciers qui sont très grands, donc on les voit très bien. Premier campement ici. Après aussi, là, avoir passé une nuit à Kouloussouk, faites un peu le tour du village. Vous pouvez même aller faire une journée de rando, là, éventuellement selon les horaires de vol, ou une demi-journée de rando sur l'île de Kouloussouk, qui est très belle aussi. Premier campement ici. Puis le lendemain, on attaque le trek avec une magnifique journée. C'est peut-être celle où il y a le plus de dénivelé. On va passer de l'autre, comme par-dessus cette montagne-ci, passer comme un peu en dévers sur la montagne avec des points de vue magnifiques sur les glaciers. Deuxième campement ici. Puis là, on va comme faire un troisième campement dans ce secteur-ci, normalement. Passer par là. Tout ça se fait là, avec un bateau moteur qui va transférer l'équipement, puis la nourriture, puis vos bagages d'un campement à l'autre. Puis quand on arrive à la fin de ce fjord-ci, on délaisse le bateau moteur pour 3 jours, puis là, on part vraiment en autonomie avec juste ce dont on a besoin pour ces 3 journées-là. Puis on remonte un peu la vallée, je vous la montre, là, je pense que c'est sur la diapo suivante, voir un peu le paysage, mais on vous laisse donner un petit peu de temps là, pour aller comme se monter un camp à 2-3 heures de marche de la mer. Puis le lendemain, on fait une journée en boucle. Fait qu'il y a une petite partie en autonomie, mais c'est quand même limité le portage de bagages que vous avez à faire. Puis je pense qu'il y a pas mal d'indications, là, notamment sur qu'est-ce que le sac à dos pour cette portion-là devrait peser sur la liste d'équipements qu'on fournit à l'inscription aussi. Puis dans le descriptif du voyage, c'est écrit aussi. Donc, pour les premières 7 ou 8 journées du trek, vous allez vraiment juste marcher avec votre sac de jour, avec vos affaires de la journée. Les dénivelés ne sont pas une difficulté, je dirais, sur ce voyage-là. Le terrain, pour moi, est comme un petit peu plus la difficulté du trek. On va marcher quand même, je dirais, des journées 7 heures de marche, possiblement en moyenne, selon le rythme du groupe. Peut-être qu'il y a une journée, peut-être 2 là, qui dépasseraient un peu ça. Mais c'est comme autour de 6-7 heures de marche par jour. Il y a des journées où vous allez être le plus souvent près de la mer, c'est-à-dire on ne longe pas la plage, là, mais un bout sur la plage dans le galet, éventuellement, ça peut être comme on remonte un peu dans la végétation. Puis, il y a des journées comme celle que vous voyez, là, la photo que vous voyez là, quand on quitte le premier campement, où là, on a un dénivelé peut-être le plus haut point qu'on va être est peut-être de 500 mètres, mais le dénivelé cumulé est un petit peu plus important là, pour cette journée-là. Mais le terrain, il n'y a pas de sentier. Fait qu'on est hors sentier 95% du trek, sur de la mousse, sur des arbustes là, de saule qui font peut-être maximum 1 mètre de hauteur, mais c'est comme des branches un peu rampantes qu'il faut enjamber. Si c'est mouillé, évidemment, bien, on se mouille un petit peu aussi. Un peu de galets sur la plage, des grandes dalles de roche
aussi en montagne. Fait qu'il y a un peu comme toutes sortes de surfaces sur lesquelles il faut marcher. Les bâtons de marche sont comme plus que recommandés. C'est obligatoire pour le voyage, aussi pour les traverses de rivières qu'on va avoir à faire. Mais comme c'est un terrain irrégulier sur lequel il n'y a pas de sentier, il y a des roches lousses, on vous demande vraiment d'avoir des bâtons de marche pour juste sécuriser votre pas. Donc, je disais comme un 6-7 heures de marche, mais pour vous donner une idée, il y a des journées, ça va nous prendre 6-7 heures, puis on va avoir fait 12-14 kilomètres de marche. On ne marche pas à la même vitesse que sur un beau sentier là, aménagé par la CEPAC. C'est un terrain qui est quand même différent. Donc, ça ne demande pas d'expérience technique. Sur la photo, ce que vous voyez là, c'est possiblement comme le seul bout de sentier de tout le voyage. Puis ça se termine en une traverse à gué parce que le pont qui était là avant a arraché là, à une crue de printemps, mais autrement, il n'y en a pas de sentier, il y a toutes sortes de surfaces. Sur le trek, par rapport au kayak, vous allez dans la journée, vous allez vous éloigner de la mer. Ça va être un petit peu plus chaud parce qu'en kayak, on est constamment sur l'eau de mer qui est à 0 degré à peu près. En trek, vous allez comme souvent être plus éloigné de la mer durant la journée. Vous revenez dormir sur le bord de mer, mais ce qui fait que vous allez voir plus de fleurs, un petit peu plus de végétation aussi, puis vous allez passer plus d'heures carrément là, dans la végétation. On voit plus de iceberg puis de glace un peu, là, ou en tout cas, on les voit de plus proche sur le kayak, mais le trek, c'est vraiment un peu particulier pour ça. Il y a une vallée, entre autres, deux vallées là, qu'on va marcher qui peuvent être très, très fleuries à partir de la 2e semaine de juillet environ. Là, puis c'est des tapis d'épilobes mauves. Là, c'est vraiment très, très particulier. C'est beau. On est dans l'Arctique. C'est comme ça a l'air un peu le désert en termes de vie, mais il y a quand même toutes ces fleurs-là qu'on voit apparaître durant l'été aussi. Ça, c'est pas une fleur. Mais ouais, ça, c'est comme c'est un ami, je pourrais dire, là, mais selon les années, il peut y avoir pas mal de renards arctiques. Ça, c'est le look. C'est les beaux petits renards que vous voyez blancs, touffus là, sur les belles images de National Geographic. L'été, ils ont l'air de ça. Plus ou moins ça. Il y en a qui sont plus hirsutes un peu, mais c'est nos petites canailles de campement là, qui viennent nous voler de la bouffe puis manger les tendeurs de tente, là, mais ils sont assez communs quand même. Une idée des points de vue. Puis ça, c'est peut-être le gros avantage du trek, c'est de vous faire prendre un peu d'élévation, de voir le paysage sous un angle complètement différent aussi. Vous évitez un peu aussi l'aspect travail de charger les kayaks qu'on a à faire le matin. Sur le trek, c'est un peu plus simple, là. On apporte les bagages sur le bord de l'eau, puis le bateau part avec ça, puis nous redépose ça au campement suivant. Sur le trek, il ne faut pas oublier cette petite difficulté là, que vous voyez sur la photo, les traverses de rivières. On les fait toujours de façon sécuritaire. Mais l'eau, elle est froide. Plus il fait beau, plus il fait soleil, plus le niveau des rivières dans la journée va monter parce que ça fond directement des glaciers. Et donc, plus on a de l'eau sur les jarrets. Puis c'est de l'eau qui fond des glaciers, donc c'est relativement froid. Il y a vraiment des traverses où on crispe un peu les dents. Il y a un delta qu'il faut traverser qui est large, qui compte plusieurs rivières. Le niveau, il peut être bas, il peut être haut. Quand je dis haut, là, cette rivière-là qui est habituellement celle où il y a le plus d'eau, un été qui fait chaud, une journée qui fait beau, on peut en avoir jusqu'aux cuisses. C'est de l'eau qui est brouillée, qui est glaciaire. On ne voit pas nos pieds. C'est très, très laiteux. Fait qu'on a des stratégies puis des trucs que les guides vont vous donner pour s'assurer que tout le monde puisse bien traverser, même les personnes qui sont un petit peu plus petites là, en taille, qu'elles ne partent pas dans le courant. Mais c'est vrai que chaque journée, pratiquement, s'il fait une météo à peu près normale, pratiquement chaque journée du trek, il faut se mettre les pieds dans l'eau. Donc, sur la liste d'équipements, vous allez voir qu'il y a comme des chaussons de néoprène avec des bonnes sandales, avec des bonnes courroies. C'est vraiment fait là, pour passer ces rivières-là qu'on a à faire quotidiennement. Les bonnes néoprènes puis les sandales, c'était comme la solution qui ne pèse pas trop lourd, qui se rajoute, ça s'attache bien sur le sac à dos. Ça se met bien, là, mais tous les jours, on a ces petites traverses à faire. Vous allez avoir sur le trek aussi une traverse de glacier qui n'est pas technique, qui se fait habituellement super bien. Je sais que l'été passé, c'était plus froid, là, puis ça a été le printemps était un petit peu plus tardif, il restait de la neige sur le glacier, mais autrement, on est vraiment capable d'embarquer sur le glacier sans s'encorder. C'est un glacier qui est sec l'été, là, on voit toutes les crevasses, on voit vraiment comme toutes les contraintes ou les obstacles.
Puis l'idée, c'est vraiment juste, c'est pas technique, c'est juste de vous amener, profiter, trouver ça beau. Les montagnes autour sont vraiment magnifiques. Puis si jamais on devait le contourner parce que les conditions ne nous permettent pas de passer dessus, on le longe là, tout simplement, puis on prend au même campement. Donc, ça ne prend pas de crampons normalement. Il y a assez de roches puis de poussière sur le glacier pour qu'on puisse juste marcher avec nos bottes. Puis au besoin, là, c'est sécuriser un peu les pas avec les bâtons de marche, là, tout simplement. Sortie du glacier, puis rendu là, on monte un campement là, dans un endroit qui est vraiment wow, là, qui est vraiment super beau. Puis là, les montagnes que vous voyez au fond, il y a comme 3 pointus là, ici de granit. Là. Ça, c'est des sommets. Là. Ce que vous voyez là, c'est l'eau de mer, donc c'est le niveau 0. Puis ces sommets-là, ils font autour de 2200, 2300 mètres d'altitude, là, juste pour vous donner une idée là, de ce qu'on a dans le visage là, quand on est là pour vrai. Puis la portion en autonomie du trek, une fois qu'on a campé ici, il nous reste une journée ou une journée que le bateau moteur peut encore nous avancer là, au fond de la vallée, au fond du fjord, en fait. Puis de là, c'est là qu'on va commencer notre partie en autonomie pour justement approcher un peu plus les triplettes, rentrer dans cette vallée-là, puis aller profiter un peu là, de la vallée que vous voyez ici, là, qui est vraiment très belle. Fait que la portion qu'on fait avec des plus gros sacs à dos, c'est le fond de vallée que vous voyez là. Il y a une toute petite pente, mais il n'y a pas de gros dénivelé. Il y a plusieurs petites rivières à traverser, par contre. Mais l'idée d'aller monter un campement plus à l'intérieur de la vallée, c'est que on va être là 2 nuits. La journée suivante, on peut monter en montagne ou aller plus loin dans le fond de la vallée pour juste profiter avec juste un sac léger. Fait qu'il y a comme 2 petits bouts à faire là, avec un sac à dos plus lourd, mais la vallée en vaut vraiment la peine. C'est vraiment une belle façon de terminer le trek. Puis après cette partie-là en autonomie, on revient environ dans cette zone-ci là, où le bateau moteur est capable de nous récupérer à marée haute, puis on rentre au village de Kouloussouk ensuite. Donc, c'est juste une idée un peu des paysages dans cette vallée-là là, qui sont vraiment très beaux aussi. Je n'ai jamais compté le nombre de glaciers qu'on voit là, sur ce voyage-là, mais il y en a à la dizaine. Il y en a quand même pas mal. Retour en bateau moteur. Les gens, les chasseurs, ils vont vous ramener au village, vous retrouvez la maison du début du voyage. Dernier souper, tout le monde ensemble. Puis je le disais, là, quand on peut, on essaie d'avoir un peu de baleine fraîche ou du poisson frais là, qui a été pêché par les gens du village. Prendre un bon dernier souper ensemble. Puis le lendemain, vous reprenez le vol pour l'Islande, une nuit en Islande avant de rentrer là, sur Montréal pour ceux qui ne prolongent pas. Marie, il y a des questions aussi. Je ne sais pas pourquoi je m'attendais à cette question. Moi aussi, quand j'ai vu la personne qui traversait avec filet moustiquaire, là, tout de suite après, on est comme est-ce qu'il y a beaucoup de moustiques? Est-ce qu'il y a beaucoup de moustiques? Ce voyage, c'est celui que j'ai fait cet été. Voilà, l'été passé déjà. Puis j'ai zéro tolérance pour les moustiques. Puis souvent, c'est moi la chasse moustique. Si je suis là, c'est sûr que toutes les moustiques vont me piquer à moi, puis pas vous. Puis j'ai pas souvenir d'être dérangée par les moustiques. Il y a une soirée qu'on préparait avec Simon, les repas. Puis là, c'était les moustiques, mais j'ai jamais même pas eu des soins de dire je vais arrêter de faire à manger pour aller chercher les moustiquaires. Donc, je dirais peut-être c'était moi, j'ai eu la chance, mais normalement, en règle générale, s'il vente puis il fait froid, pas de moustiques. Donc, ça se peut qu'il y en ait. Donc, l'expérience que j'ai eue, c'est il y a eu un peu, pas au point que ça m'a dérangé, mais peut-être tu peux partager aussi ton expérience puis ton point de vue à propos des moustiques. Tu as eu comme, en fait, l'été dernier, ça a été un été assez froid, en fait, là, par rapport à la moyenne des étés. Puis il y en avait vraiment comme, pour moi, c'était conditions normales l'été dernier. Donc, très peu de maringouins, un petit peu de maringouins, puis un petit peu de petites mouches là, qui rentrent dans nos narines puis dans nos yeux, sans piquer nécessairement. Puis, il y a des étés qui en a plus. Ça dépend des conditions au printemps, le fonte de neige et tout. Mais il y a des étés qui en a un peu plus. Mais franchement, moi, je les tolère très bien. Là, fait que je fais attention là, à ce que je dis, mais sur la liste d'équipements, vous allez voir que le filet, là, le moustiquaire de tête, on le met facultatif. Ça ne coûte pas cher, ça ne prend pas beaucoup de place. Fait que, si vous n'avez jamais utilisé ça de votre vie au Québec, vous n'en avez probablement pas besoin là-bas.
Mais si vous venez fou là, en juin dans Laurentides, puis début juillet, dites-vous que là-bas, ça va être moins pire, mais amenez quand même votre moustiquaire. Mais Ouais. normalement, là, je pense que j'ai souvenir d'un été qui a été comme moi-même, là, j'étais un peu à bout, mais en 10-12 étés, c'est le seul. Là. Fait que c'est vraiment. Puis souvent, ça va être comme Mariana disait, un soir, parce qu'on est sur un campement qui a de l'eau stagnante, pas trop loin. Souvent, le même, on le connaît. Puis qu'il n'y aurait pas de vent, pas de brise. Là, il peut en avoir un petit peu plus. Certaines pauses lunch, des fois sur le trek, on va arrêter, puis là, il y en a un petit peu. Mais c'est rarement un désagrément là, pour tout le voyage. Fait que ça, quand vous nous parlez au téléphone, redemandez-nous, là, mais normalement, là, si vous tolérez au Québec, c'est moins pire que le pire au Québec. Mon expérience. Y avait-il d'autres questions, Mariana? Il y avait une autre question à propos des insectes. J'essaie aussi de trouver mes souvenirs, mais je parle des moustiques. Je n'ai pas vu Je pense que j'ai vu une abeille. Puis il n'y a rien d'autre, là, vraiment. Là, comme je disais, des genres de petites mouches, là, tout petites, maringouins un petit peu. Puis après, je peux peut-être juste, par contre, sur la faune en général, j'ai parlé du renard arctique un petit peu qu'on peut voir. Beaucoup certains étés, c'est comme sur un cycle d'abondance, le renard, là, fait qu'il y a des étés qu'on n'en voit pratiquement pas. C'était le cas l'année passée, si je ne me trompe pas. Baleines, on peut en voir, surtout en kayak pour des raisons évidentes. Là, c'est qu'on passe nos journées sur l'eau, fait qu'on se donne plus de temps, plus de chances d'en voir. Puis il y a des fjords où on en voit plus que d'autres. C'est les mêmes baleines qu'au Québec. Là, fait que petit rorqual commun, baleine à bosse, plus rarement de la baleine bleue. Puis dans les dernières années, il y a des choses étranges. Là, je parlais des changements climatiques, mais on a vu un cachalot. On a vu du globicéphale apparaître dans les fjords. Là, dernièrement, là, ils ont eu du narval, ils ont eu des belugas, ce qui n'est pas forcément habituel. Mais fait que ça, c'est pour les baleines. Les phoques, ils sont nombreux, mais ils sont chassés. Il y a 5 espèces de phoques. On les voit vraiment très peu. Ils sont peureux, là, ils ont l'instinct dans le tapis. Ils sont entourés de chasseurs. Fait que faut être vite pour les voir. On va voir une toute petite tête sortir de l'eau, là, puis c'est quand même fou. Ils rentrent et se cachent. Fait que, c'est pas les phoques là, du parc du Bic là, qu'on peut quasiment flatter là, sont sur une roche. Là. C'est vraiment plus furtif. Assez peu d'oiseaux marins. Très peu, en fait. Fait qu'un petit peu de goélands, des éders. Il y a comme des fois des huards, le huard arctique, entre autres, huard à collier qu'on peut voir, des petits guillemots, mais c'est vraiment en petite quantité. Fait que très peu d'oiseaux, mais insectes, animaux dangereux, à part l'ours polaire là, qui me fait plus peur qu'une araignée, mais en termes d'insectes, il y en a très, très peu, là, à part les petits maringouins. Il y a une question à propos les rivières aussi, la traversée des petites rivières ou des deltas. Petites et grosses. Ouais. Puis comment ça marche? Est-ce qu'on apporte des équipements spécifiques? Donc, c'est vraiment sur la liste d'équipements, là, on met des sandales, des bonnes néoprènes, puis les bâtons de marche. C'est ça que vous allez utiliser pour traverser les rivières. Puis là, comme je disais, au cas par cas, sur place, si la rivière est très haute, là, les guides ils vont vous donner comme des façons de traverser la rivière pour que ce soit sécuritaire. Puis c'est arrivé une fois en 12 ans, là, mais tu sais, dans le cas où ce serait comme vraiment juste, vous avez eu des super journées de chaleur, puis de soleil, puis la rivière est très haute. Il y en a une qui peut l'être. Là, les autres, il n'y a jamais aucun problème pour les traverser. Ben, c'est arrivé qu'un guide appelle le bateau moteur pour venir nous faire passer la rivière. Là. Mais là, on est dans de l'exception. Là. Mais partez sur la base que des bonnes sandales, des bonnes néoprènes, ça ne coûte pas très cher. C'est comme une vingtaine, 20-25 $. Je pense à la Mountain Co-op, la marque maison, puis des bâtons de marche. C'est ça l'équipement qui est demandé. Je pourrais partager aussi mon expérience. C'est sûr que j'avais, au tout début, quand j'ai commencé à travailler pour Caravani, puis les gens me parlaient de traverser des rivières glacées. J'étais comme, what? Je ne ferai jamais ça. J'aime pas ça, avoir froid aux pieds. Puis finalement, je l'ai fait, puis j'étais super contente. Ça faisait vraiment du bien d'enlever les souliers. C'est bon pour la circulation. Puis traverser la rivière, dans le fond, avec les bas de néoprène, l'été, juste avant de faire ce voyage, j'étais dans un autre voyage où je n'avais pas de bas de néoprène. Je ne savais pas cette petite truc de guide.
Puis là, c'est sûr que quand ça picote, ça fait tellement mal. Mais là, on c'était à tous les jours. Puis vraiment, ça faisait toute une différence avoir des bas de néoprène puis des bonnes sandales avec une bonne semelle. Puis souvent aussi, tu sais, tu mets tous les restes de ton équipement, tes bottes dans ton sac à dos. Donc, tu les attaches aussi dedans, tu les mets à l'intérieur de tes bas, tu les mets à l'intérieur de ton sac à dos. Puis la petite anecdote, c'était, ben moi, si vous me connaissez, vous allez me voir un jour. Je suis pas grande, là. Donc là, souvent, c'était comme si moi, l'eau est entrée, tu sais, il m'a envoyé en premier à moi pour savoir plus ou moins les niveaux d'eau, puis jusqu'à où les autres, ils vont avoir l'eau. Donc, à la 12e journée, disons que j'étais en petite culotte parce que l'eau était pour moi à la taille. Mais donc, tout le monde, pour ne pas mouiller ses pantalons, on fait la même chose. Puis, à la fin à la fin qu'on a traversé, il y avait une cliente qui s'est tournée puis qui m'a dit, ben, ça fait 2 jours qu'on marche, puis on est devenus déjà intimes. On s'est vu déjà tous. En petite culotte. Puis, il m'a dit, la prochaine fois, tu conseilles à tous de ne pas porter les vieux, tu sais, tes vieux balles, tu apportes tes bobettes les plus belles parce que sûrement, dans le moment du voyage, tout le monde te va voir en petite bobette. Ça, peut-être juste préciser que sur la liste d'équipements, ce ne sera pas précisé d'apporter vos plus beaux vêtements, mais prévoyez-en au moins une paire qui soit comme en bon état. Sur ce, pour ne pas terminer trop tard, parce que je veux parler des voyages à ski aussi, mais là, je veux juste vous parler en fait du voyage Fjord de l'Est. Je vais en parler rapidement. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. Je vous ai parlé du Solitude glacée qui est en kayak. Je vous ai parlé du trek 66 Nord là, qui est à pied. Puis dans le fond, le Fjord de l'Est, on l'a rajouté par après, cet itinéraire-là, pour les gens qui n'arrivaient pas à se décider entre les deux. On a comme fait un compromis. Mais qui est un beau compromis. Là, ça enlève rien au voyage, là, le fait que ce soit un compromis, mais je le dis plus dans le sens que c'est moitié kayak, en fait, puis moitié trek. On fait un petit peu plus de kayak que de trek. Mais en gros, pour vous situer, la mise à l'eau, le début de l'expédition va se faire en kayak de mer. On va partir de Kulusuk. On va faire en 5 jours, normalement, le trajet pour se rendre jusqu'au campement de Karalé. Ça nous laisse, si on le fait en 5 jours, une petite journée flottante où là, on peut juste partir avec les kayaks, aller approcher le front du glacier qui est là, faire une boucle, revenir. Ça nous fait une super belle journée sans bagages. Là, on laisse le campement monter. On fait un petit peu de lessive, ceux qui ont besoin. C'est comme une petite journée plus tranquille. Puis après ça, de ce campement-là, on va repartir à pied. Puis le même déroulement de trek dont je vous ai parlé, là, on va faire cette portion-ci de l'itinéraire, rentrer dans la baie de Touno ici, faire cette vallée-ci. Ça, c'est le glacier que je vous ai montré tout à l'heure qu'on traverse à pied. Donc, terminer la portion trek avec la traverse de glacier, un dernier campement à la sortie de cette vallée. Donc, en général, c'est un 4 jours de marche pour faire ça, puis rentrer à Kulusuk en bateau moteur. Fait qu'on laisse tomber du trek complet. Là. On laisse tomber la portion nord, toute la vallée des Triplettes qu'on ne fait pas sur le fjord de l'Est. Puis pour ce qui est de la portion kayak, on se rend au même campement qui est comme un peu notre objectif sur le Solitude glacée, mais on le fait un peu plus comme je dis ligne droite, là. C'est jamais des lignes droites, mais là, on n'a pas les journées. Sur le Solitude glacée, on va aller au nord de Kunmut, il y a un super beau campement, il y a une belle montagne à faire à pied. On flâne un peu, là, en gros guillemets, sur le Solitude glacée, on peut faire des détours, tout ça. Sur le Fjord de l'Est, on ne les fait pas, ces détours-là. Fait qu'on a vraiment besoin de 5 journées ou 4 très grosses là, pour se rendre là. Mais habituellement, on le fait en 5 journées. Ce qui fait qu'à Karalé, on va laisser le même campement monter 2 nuits, mais c'est la seule fois du voyage qu'on va faire ça. Ce qui fait que pour moi, il est un petit peu plus soutenu parce qu'on se déplace pratiquement tous les jours sur ce voyage-là. Alors que sur le Solitude glacée, on va comme au moins 2 fois, des fois 3, là, faire un campement pour 2 nuits, ce qui nous donne un petit répit là, de charger, décharger les kayaks et ou les bateaux moteurs là, pour la portion trek. Fait que ça, c'est notre fjord de l'Est. Fait que c'est une espèce de combinaison, en fait, des 2 activités. Habituellement, on va commencer par le kayak, on termine par le trek, retour au village en bateau moteur à la fin. Puis tout le reste autour est le même. On passe par l'Islande, l'arrivée à Kulusuk, vous avez une nuit à la maison, même chose en fin d'expédition. Je vous dirais que le plus de ce voyage-là,
Si vous hésitez entre les deux activités, kayak ou trek, ça vous évite de faire un choix. Là. Vous pouvez juste faire ce voyage-là. Ça vous fait voir aussi, je dirais, comme les deux points de vue très différents. Fait que si vous avez cette polyvalence de faire à la fois le kayak, à la fois le trek, vous allez voir des points de vue plus en montagne, voir la flore un petit peu, faire la traverse de glaciers, mais aussi avoir quelques journées sur l'eau pour vous donner des chances de voir les baleines, d'approcher les icebergs, de voir la glace un petit peu. Fait que c'est comme, il est plus rapide, on a moins un peu le luxe du temps sur ce voyage-là, mais ça jumelle comme une super belle partie du Solitude glacée, puis une très, très belle partie du trek aussi. Fait que ça, c'est notre fjord de l'Est, la durée est la même là, du voyage. Je parle rapidement de ce voyage-ci, le Scoresby Sound, qui est dans une toute autre région. Là, donc, pour vous resituer, l'Islande, le vol va passer par ici en provenance du Québec. Puis, au lieu de se diriger vers la région de Kulusuk, le Kulusuk est juste là. Le Scoresby Sound, on va aller atterrir ici, dans le long fjord qui est là. Le lendemain, prendre un bateau moteur. Puis, ce qu'on vient faire en kayak, c'est comme la partie ici qui est relativement protégée. C'est une expédition qui est plus longue, un bon 2 semaines de kayak pour juste faire ça. C'est des grandes distances. Puis à la fin, on se fait reprendre en bateau moteur, retour à la communauté des Tokoturmit qui est là, puis à l'aéroport ensuite pour le retour vers Reykjavik. C'est un voyage qu'on a offert seulement à 2 reprises. Donc en 2009, on l'a fait, c'était une étoile filante. On l'a refait en 2018, si je ne me trompe pas. C'est un magnifique itinéraire. C'est une région qui est encore plus isolée par rapport à celle de Kulusuk, où il y a quand même quelques communautés. On est dans la démesure, là. On est loin de tout. La petite communauté d'Itok, c'est 400 personnes, puis eux, là, à plus de 1500, 1800 km à la ronde, ils n'ont personne d'autre. Ils sont vraiment isolés. Les paysages, ils sont... là, vous voyez un peu, on se croirait au lac Powell ou en Arizona ou en Irlande là, sur la photo. Il y a cet aspect-là des paysages que vous n'aurez pas dans le secteur de Kulusuk. C'est toute la pointe rouge qui appelle le Red Pint, qui est comme de la falaise de grès. Donc, il y a comme des éléments différents qu'on n'a pas à Kulusuk que vous pouvez voir là-bas. Il y a des bœufs musqués. J'en ai encore. Les bœufs musqués, on les voit assez fréquemment, là, presque tous les jours. Il y a du narval dans ce secteur-là que moi, je n'ai pas eu la chance de voir les 2 fois que je suis allée, mais il y en a. Moins de baleines, plus de glace. Les montagnes, elles sont encore plus hautes. On est juste comme dans la démesure. Les glaciers sont plus gros. Moi, j'ai le luxe de pouvoir comparer, là, mais tu sais, ça ne rend pas la région de Kulusuk décevante. Là. Si vous n'avez jamais vu un iceberg là, qui est 70 mètres de haut ou 110, je vous jure que vous ne verrez pas la différence parce qu'on n'a aucun point de repère pour se donner une échelle des choses. Il n'y a pas de pylône électrique d'Hydro-Québec ou autre. Mais c'est vraiment un voyage d'exception qui est extrêmement complexe à organiser, très coûteux à organiser. Là, pour vous donner une idée, là, la dépose en bateau moteur au début et à la fin, c'est un budget total d'à peu près 20-25 000 $ pour le groupe. C'est un voyage qui est plus coûteux encore que ceux qu'on fait à Kulusuk et donc on le fait moins souvent. Fait qu'on l'a fait 2 fois pour l'instant. Il est toujours sur le site web. Il n'y a pas de date. Là, je vous dirais qu'avec la pandémie, on est juste un peu comme à refaire un peu, à réinstaller les voyages qu'on faisait, à refaire toute la logistique, retisser les liens, les contacts dont on a besoin sur place parce qu'il y a beaucoup de choses dans le tourisme qui ont changé les 2-3 dernières années. Puis le Scoresby Sound, il n'y a pas de plan à court terme, là, en tout cas pas pour cet été, il n'y en aura pas. 2024, j'en douterais fort. Puis là, éventuellement, peut-être 2025, là, remettre un départ pour le Scoresby. Fait que c'est le genre de voyage que si vous avez un intérêt pour ce voyage-là en particulier, les gens que j'ai guidés là-bas, souvent, ils sont venus à Kulusuk. Ils ont tellement aimé que 3-4 ans plus tard, ils font cet itinéraire-là. Fait que si c'est un voyage qui vous intéresse, il faut vraiment nous le dire d'avance. Moi, je garde les noms en note. Puis là, quand il y a une année, là, je vois que je suis capable de l'organiser. On est capable d'assurer la logistique. On a le temps pour le faire, puis on a les ressources. Là, on le propose, on met une date. Puis ça me permet de vous recontacter puis de vous tenir un petit peu au courant pour ces départs-là. Essentiellement en kayak, on est souvent, là, selon les horaires de vol, dans une expédition qui a plus une durée de 14, 15, 16 jours. On s'adapte là, vraiment à la fréquence des vols sur Itokoturmit.
Puis, même chose, là, le déplacement se fait en kayak de mer, mais ça fait du bien après 2-3 jours de laisser le camp monter, aller faire de la rando ou juste partir avec les kayaks pour 3-4 heures, surtout sur une expédition qui est de plus en plus longue. Fait que, c'est du kayak, mais il y a toutes ces petites balades puis ces randos-là qui se glissent un peu au travers de l'itinéraire aussi, là, mais c'est vraiment un endroit qui est à couper le souffle. C'est vraiment très beau. C'est un budget à couper un peu le souffle aussi. Là, là il n'y a probablement pas de prix en ligne, mais pour vous donner un ordre d'idée, les voyages à Kulusuk sont autour de 4003, 5002, là, je pense, les itinéraires sans les vols. Ithaca-Turmit, là, on est plus sur un budget autour de 8500 $. Puis là, à ça, il faut rajouter les vols pour quelques jours de plus, là, mais fait que c'est quand même... Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais être heureuse de vous en parler. Vraiment, c'est un endroit que j'ai adoré. Mais c'est ça, il n'y a pas de départ là, pour 2023 sûr, puis je doute qu'on en mette un là, déjà pour 2024. Donc, ça termine pas mal pour nos voyages d'été. Je reviens à la région de Kulusuk. Là, les 2 départs que je vous parle, là, il y en aura, ils sont comme réglés là, pour ce printemps-ci. Donc, on passe vraiment à des départs pour le printemps 2024 déjà. Fait que j'en parle un petit peu plus rapidement, possiblement là, que peut-être plus tard au printemps, là, je ferai une conférence vraiment juste sur les itinéraires d'hiver pour ce qui est du Groenland, ajouter peut-être notre traversée en terre de Baffin. On a 2 itinéraires au Groenland qui se font dans des conditions hivernales. Donc, je dis printemps, mais c'est comme mi-mars, fin mars jusqu'à la mi-avril, mais on est encore dans des conditions quand même hivernales. C'est une région qui est parmi les plus affectées par les changements climatiques présentement, l'Arctique. Puis cette région-là du Groenland n'y échappe pas. Fait que les dernières années, on a vraiment vu des écarts importants sur des mêmes dates. Fait que fin mars, là, c'est plus dit qu'on a du -30, ça se peut qu'il fasse 0, que la banquise soit moins solide. Il faut vraiment s'ajuster. On est à ski. Il y a 2 projets différents. Je pense que je vais les offrir en alternance d'une année à l'autre. Fait qu'une expédition caravanier régulière où le but, c'est vraiment de découvrir la région en ski avec un support logistique d'un attelage de chiens qui transporte une partie de nos bagages. Mais vous avez à tirer des poulkas sur la progression. On monte le campement. Il y a des petites cabines très, très sommaires, mais qui nous donnent un abri rigide là, pour manger à l'intérieur quand on est capable de se rendre à ces abris-là pour nos sites de campement. Puis l'autre projet qu'on propose depuis juste la pandémie, là, fait que là, on a dû les annuler durant la pandémie, mais c'est un voyage un peu différent. Puis ça, vous pouvez me contacter là, si vous voulez plus d'informations, mais c'est vraiment une formation en médecine polaire qui est combinée, dans le fond, à toute la partie pratique d'une expédition à ski, toujours dans la région de Kulusuk. Fait qu'on a les 2. Il y a comme notre expé régulière, si vous voulez, puis il y a celle qui est offerte avec Sirius, là, en partenariat avec eux, sur lequel il y a un guide caravanier qui va vraiment amener tout l'aspect apprentissage sur l'expédition hivernale polaire et aussi un médecin là, de l'équipe de Sirius qui donne des ateliers pratiques là, sur tous les cas d'urgence, médecine qu'on peut avoir à traiter dans ces conditions-là. C'est vraiment un projet qui est plus dédié là, aux gens qui travaillent dans le domaine de la santé, comme premier intervenant, le pompier, policier, paramédic et tout. C'est vraiment intéressant pour y être allé en 2019, à cette période-là de l'année, fin mars. C'est les gens avec qui on travaille l'été, c'est des chasseurs qui me parlaient beaucoup de la chasse. On voit les chiens l'été, mais on les voit attachés. Mariana le disait, il ne faut pas toucher les chiens qui sont attachés. Puis là, d'arriver là au printemps, la luminosité dans le Grand Nord au printemps est juste wow, c'est beau. Puis on dirait, moi, j'ai vraiment ressenti que c'était là que ça se passait. C'est-à-dire la vie un peu, puis le maintien des traditions, de voir les chiens sur la glace. Il y a des courses de chiens entre villages aussi. Il y a une petite activité touristique qui s'est développée au fil des dernières années avec le traîneau à chiens, mais c'est vraiment rustique, très artisanal. Fait que ça vous fait voir vraiment les chasseurs dans leur élément, sur la banquise, avec les chiens. C'est vraiment, moi, ça a été comme une belle découverte pour moi parce que j'étais allée pendant plusieurs étés, puis d'arriver là au printemps, c'était comme autre chose complètement. Expédition à ski avec les traîneaux, je le disais. Encore là, on joue dans le même secteur.
selon les conditions de banquise. C'est vraiment en ski de fond hors piste. C'est pas un camp de base qu'on va aller monter pour faire de la descente en ski. C'est vraiment de faire une progression, découvrir les fjords en ski hors piste avec les traîneaux. Puis encore là, la journée, si on veut laisser le camp monter, les poulkas, on les laisse là, puis on part avec nos sacs à dos faire une balade à ski dans la journée pour voir d'autres paysages. Mais c'est la même chose, c'est une durée de 2 semaines, le voyage, donc une 12aine de jours sur place. Les petites cabines dont je vous parlais, essentiellement, ce qui est prévu, c'est qu'on dorme sous tente. Quand on pourra, de dormir à côté de ces petites cabanes vraiment très sommaires, ça fait qu'on peut manger à l'intérieur, cuisiner à l'intérieur. En termes de sécurité aussi, c'est une sécurité supplémentaire. Au printemps, il y a quand même une plus grande chance qu'on puisse voir des ours polaires. On est armés aussi. Les chiens nous offrent comme un petit signal d'alarme le soir par rapport aux ours. S'il faut, dans de rares cas, on pourrait faire des rondes de surveillance aussi durant la nuit. Mais d'avoir ces petites cabanes-là à proximité, c'est quand même comme une sécurité supplémentaire, le fait que certains soirs, on va être à proximité. L'idée d'avoir l'attelage de chiens pour transporter une part des bagages, c'est pas juste pour alléger les traîneaux. J'y tenais parce que je trouvais ça quand même intéressant de vous permettre de côtoyer une personne de la communauté sur plusieurs jours d'affilée aussi. Ça permet, je trouve, d'aller au-delà un peu de leur timidité puis de leur réserve, puis de les découvrir un petit peu plus aussi. Le chasseur avec l'attelage, il ne progresse pas nécessairement avec nous durant la journée. Les chiens vont trop vite, là, on ne serait juste pas capable de suivre, puis eux ne peuvent pas les ralentir à ce point. Donc, souvent, lui, il va aller comme chasser durant la journée pour nourrir ses chiens. Puis on se retrouve à l'endroit qu'on a comme convenu le matin. On va se retrouver là en fin de journée pour monter le campement. Puis il y a possiblement des moments où on pourra les accompagner à la chasse aussi pour juste participer à ça pour ceux qui en ont envie. Voilà. Fait que j'ai comme fait un flou. Ouais. Est-ce que Un tu tour vas rapide. J'ai parlé plus des voyages d'été. Encore là, pour les voyages d'hiver, là, comme on a un petit peu plus de temps, autour de mars, là, je mettrai les départs du printemps 2024 en ligne avec les dates, là, tout ça. Pour l'été qui vient, comme je vous disais, le Scoresby Sound, il n'y aura pas de départ, mais pour l'été qui vient, toutes les dates sont en ligne là, pour nos voyages d'été. Les prix sont en ligne aussi, tout le détail des itinéraires. Puis je ne sais pas, Mariana, si tu veux parler un petit peu, juste rapidement là, pour si les gens sont intéressés, c'est quoi un peu les étapes? Là? Ouais, c'est ça que j'allais te proposer si tu veux aller prendre une gorgée d'eau. Et puis, il y a des questions justement à propos des vols, comment ça marche, qu'est-ce qui s'inclut, qu'est-ce qui n'est pas inclus. Alors, juste sachez que dans le site Internet, vous allez voir un prix. Le prix, c'est vraiment pour la portion terrestre, c'est-à-dire tout ce qui est lié au hébergement. Il y a les guides qui vous accueillent à Kulusuk. Donc, il n'y a personne avec vous, ni dans l'avion, ni à l'aéroport de Montréal, ni en Islande. Ceux qui veulent prolonger, parce qu'il y avait une question là-dessus aussi, les gens qui veulent rester plus longtemps en Islande, c'est tout à fait possible. Pour nous, la partie vraiment clé et importante, c'est que tout le monde prend le même vol de l'Islande au Groenland. Les vols, je répète, je ne sais pas si je l'avais dit, n'est pas inclus dans le prix du voyage. Donc, il faut avoir les vols, ça fait en 2 portions, mais c'est Montréal au Canada, Islande, Groenland. On peut vous aider là-dessus. On a une équipe, une personne ici qui s'occupe de toute la portion aérienne. Donc, on va pouvoir vous faire une soumission pour cela. On est flexible pour la portion Canada-Islande, mais pour la portion Islande-Groenland, on a déjà des blocs sièges, on a déjà des sièges pour les groupes. C'est important parce que c'est un seul vol par jour. C'est assez complexe les savoir cette siège. Donc là, on a déjà, donc on peut vous donner les prix. Vous pouvez nous contacter. Et si je suis vraiment intéressée à m'inscrire à un des voyages, vous pouvez toujours nous contacter par courriel ou bien par téléphone, soit Marie ou moi, les deux, on peut vous aider. Puis la procédure, c'est assez simple.
on se parle par téléphone, vous nous dites je suis intéressée, vous nous donnez votre nom, prénom, on essaie vraiment de parler. C'est plus agréable pour nous aussi de connaître un peu plus la personne, d'avoir une petite conversation. Or, voici votre facture. Mais ça nous permet aussi de créer un lien entre vous et nous. Sûrement, on va vous poser des questions, vous aurez aussi des questions pour nous. Après, on vous envoie par courriel toute la procédure d'inscription, dont la première étape, c'est remplir une fiche. Tout ça, ça fait par courriel. La fiche, c'est fait par, on vous envoie un lien, vous remplissez. Nous, on reçoit une alerte, la fiche est déjà remplie. On regarde. Si on a des doutes, on vous appelle. Sinon, on vous envoie une facture. La facture, vous devrez payer en dépôt. Avec les dépôts, on peut garantir votre place dans le voyage. Donc, ça vous permet de vous compter comme une personne inscrite. Puis, tranquillement, on procède après à l'achat des vols. Donc, 60 jours avant le départ, il faut solder la facture. Et attention, quand on fait les vols, il faut payer les vols au complet au temps qu'on va faire la réservation. On a 24 heures pour tout réserver. C'est un moment que vous devrez payer. 60 jours avant, on fait le paiement final du voyage. Puis, comme Marie-Josée vous expliquait, on fait toujours des petites rencontres pré-départ. Donc, ça nous permet justement, avant de partir, avec tous les derniers détails qu'on a, les horaires des vols, etc., parler avec vous, encore une fois, répondre à toutes vos questions, passer à travers la liste de matériel, vous donner des derniers conseils, etc. On vous demande aussi, on en avait parlé, mais on vous demande énormément votre participation. Puis la participation commence même ici. On vous demande souvent d'acheminer, par exemple, des bagages, la nourriture s'achète ici. Donc, on a besoin déjà de votre participation et votre collaboration à la logistique du voyage. Donc, on vous explique tout ça aussi avant, puis pendant le séjour. Mais encore, si je reviens aux questions, donc, si vous voulez prolonger ou arriver avant l'Islande, c'est tout à fait possible. Il faut juste qu'on coordonne un peu. Si vous voulez qu'on achète les vols pour vous, nous dire quand vous voulez partir, quand vous voulez revenir. Les seuls vols qu'on ne peut pas changer, puis les dates qu'on ne peut pas changer, c'est les vols entre l'Islande et le Groenland. Dans le voyage, c'est inclus 12 nuits en Islande. C'est inclus l'hébergement, mais encore une fois, le guide n'est pas avec vous en Islande. Les repas ne sont pas non plus inclus en Islande. Marie, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, ça fait pas mal le tour. Je pense que j'allais peut-être juste rajouter, dans le fond, dans la fiche détaillée des voyages de mémoire, là, ou en tout cas, c'est le genre de choses que je peux vous dire par téléphone, mais tu sais, il me semble que j'avais mis un peu comme pour les repas, par exemple, en Islande, ce qui n'est pas inclus, tu sais, combien prévoir à peu près au niveau budget et tout. Puis peut-être juste rajouter aussi pour l'hébergement que nous, on réserve normalement là, en Islande pour les groupes. Souvent, ils ont, tu sais, au moment où vous faites la réservation de votre voyage, c'est quand même un hébergement qui est assez gros, là. Fait que, si jamais vous voulez rester une nuit ou deux à Reykjavik, juste pour prendre cette journée-là ou deux pour faire une excursion à la journée à partir de la ville, booker comme un tour, ça se fait quand même bien. Puis je vous envoie à ce moment-là le lien de cet hébergement-là, puis vous pouvez réserver en ligne rapidement, facile. Fait que ça vous évite pour vos nuits supplémentaires, si l'hébergement vous convient, puis le prix vous convient, ça vous évite d'avoir à déplacer vos bagages, là, puis à vous déménager. Mais non, sinon, c'était complet, Mariana. Moi, je ferais juste peut-être terminer. En fait, j'ai écrit un petit mot avant de défaire mon partage d'écran, mais n'hésitez pas s'il y en a qui ont d'autres questions. S'il y en a qui aimeraient voir la liste d'équipements, ça joue un peu des fois aussi sur le budget, voir qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous auriez à acheter. N'hésitez pas à nous écrire soit par courriel. Moi, vous allez voir ma face là, dans un bol de soupe, je pense, là, sur les pages de voyage du Groenland, mais envoyez-nous un petit mot. Je suis pas physiquement au bureau. Fait que souvent, moi, le plus simple, si vous avez des questions plus spécifiques, c'est de m'écrire un courriel. On convient d'un rendez-vous téléphonique, puis je vous rappelle. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions là, à prendre contact avec nous, avec moi, Mariana, pour qu'on puisse répondre à vos questions. Tu as parlé un peu des délais, là, Mariana. Là, on a trouvé une solution en réservant les sièges là, entre les avions pour dans les vols entre Reykjavik et Kulusuk, mais c'est un peu le nerf de la guerre. Là. Fait que souvent, on n'est plus capable de rajouter des gens sur notre groupe, pas parce que nous, on n'est pas capable, on n'a pas forcément le maximum de participants qu'on pourrait prendre pour l'encadrement, mais on est limité sur les places sur les vols. Fait que là,
L'été prochain, on a comme résolu ça carrément en achetant les billets d'avion. Là, on les a réservés. Mais c'est pas dit qu'on va pouvoir faire ça nécessairement toutes les années. Fait que le plus tôt, vous savez que vous voulez participer, vous êtes intéressé, c'est jamais trop tôt, là, je vous dirais. Puis dès que l'été termine, en général, en septembre, je mets les dates pour l'été suivant. C'est pour vous laisser le temps, mais les dates, elles sont toujours là, pour les voyages d'été. Les premiers départs sont début juillet. Puis en général, les derniers départs vont être autour de la mi-août maximum pour terminer avant la fin août. Fait que c'est toujours dans cette fenêtre-là, c'est la seule période où on peut naviguer, où il n'y a pas de glace et qu'il y a du beau temps en même temps. Donc, voilà. Il y a une question à propos de la nourriture. Donc, non, vous ne en fait, la nourriture d'expédition, puis en Kulusuk, c'est bien nous qui ont fourni la nourriture. C'est juste qu'on doit faire une bonne partie de l'épicerie des courses ici. Donc, des fois, on a 5, 6 sacs remplis de nourriture, puis c'est pas le guide apporte déjà 3. Donc, on vous demande de votre aide pour acheminer ces sacs jusqu'à Kulusuk. Donc, on s'occupe de la logistique, on s'occupe de la nourriture. On vous demande juste la participation de nous aider à les sacs remplis de nourriture, d'équipement, de les acheminer du bureau de caravanier. Du bureau de l'aéroport. Souvent, si vous êtes plusieurs à partir, parce qu'il y a des bonnes chances que vous soyez plusieurs à partir sur le même vol à partir de Montréal aussi. Fait que là, quand c'est le cas, on envoie quelqu'un à l'aéroport qui vous amène les sacs. Puis je voudrais juste rajouter, Mariana, qu'il y a des frais là, pour ces bagages-là. C'est-à-dire que tous les frais pour les bagages supplémentaires, c'est assumé par Caravanier. Fait que dans le fond, ce qu'on vous demande, c'est d'ouvrir le sac, prendre connaissance de ce qu'il y a dedans. Habituellement, on fait une liste. Vous avez comme toute la liste pour le contenu. On s'assure que c'est des choses qui ne posent pas problème pour les douanes en Islande. Avec les années, là, on est assez rodés. Mais dans le fond, ce qu'on veut, c'est votre paire de bras pour nous aider à transporter ça. Sinon, vous ne mangez pas là-bas. Voilà, c'est simple. Il n'y aurait pas de chocolat, puis du vrai fromage, puis... Ouais. Puis on essaie, c'est sûr qu'on va essayer de maximiser. Là, si vous voulez partir une semaine à l'avance en Islande, bien, si on est capable de ne pas vous demander de transporter ces bagages-là jusqu'à Reykjavik, on va le faire. Là. Mais en général, on a comme un noyau de participants qui partent à la date normale, là, si on veut, du voyage, celle qui est affichée sur le site. Puis c'est souvent suffisant là, pour qu'on puisse aller à l'aéroport, leur déposer les 5-6 bagages de nourriture là, que vous allez avoir besoin pour votre expé. Fait que si ça fait le tour, ben moi, je vous souhaite, je l'ai déjà fait par écrit, mais je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup d'avoir été là, en espérant que ça vous a aidé à imaginer puis à vous faire une meilleure idée peut-être de à quoi ça peut ressembler. C'est quand même pas une destination touristique... c'est pas la République dominicaine là, ou le Mexique, c'est comme un peu hors norme comme destination dans l'imaginaire des Québécois, mais merci de vous y intéresser. Moi, c'est un endroit que j'aime vraiment de tout mon cœur. Fait qu'hésitez pas à nous recontacter là, si jamais vous voulez partir pour cet été en priorité, puis pour l'été 2024 aussi, là, à nous signifier votre intérêt. Merci, Mariana, aussi. Merci à tout le monde. Merci. Bonne soirée à tous. Rêvez à la glace. Puis au surf scolaire, puis au petit traîneur. Merci. Bye!